Eh bien, un grand merci à tous d'être là. Je pense qu'on a encore quelques petits retardataires parisiens qui vont nous arriver, mais on va démarrer. Donc, je suis Pascal Pernet. J'ai le plaisir de diriger à l'ESCP les chaires et les partenariats de mécénat du côté donc école, puisqu'on travaille aussi main dans la main avec l'association des alumni et la fondation. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On lance une nouvelle chaire. On ne lance pas des chaires tous les jours. C'est donc toujours un grand événement. Et cette nouvelle chaire donc, porte sur les nouvelles stratégies de plateforme. Et Dieu sait si ce sont des modèles de distribution qui évoluent, qui sont complexes, qui demandent beaucoup de technologies, d'intelligence artificielle et qui vont absolument révolutionner le panorama commercial de demain. Donc merci d'être là. On a un panel passionnant qui va nous représenter plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers. Et je voudrais remercier avant tout monsieur Philippe Delpech, directeur général de Sonepar, Monsieur Augustin de Biesse, qui nous fait le plaisir d'être là et qui est le président du conseil d'administration de Sonepar, et Jérémy Profeta, qui est chef de la transformation et président des services internationaux de Sonepar, qui a beaucoup travaillé avec nous et notamment avec le professeur Frédéric Fréry, professeur à USCP, que certains de nos étudiants connaissent bien, un des piliers de l'école et un grand expert de la stratégie. Je vais très vite laisser la parole à notre dean Léon Lolouza, qui va vous faire un petit mot d'accueil. Et encore une fois, merci infiniment d'être avec nous. Merci beaucoup, Pascal. Cher Augustin, cher Philippe, cher Jérémy, cher Pascal, cher Brynil, cher Véronique, cher Frédéric, chers invités de marque, chers amis, chers tous, bienvenue à l'ESCP, la plus ancienne, je dirais, la première école de commerce au monde, créée en 1819. Ici, vous êtes ici chez vous. Vous savez, nous sommes très fiers et très honorés d'inaugurer ce soir une très belle et passionnante stratégique chaire, les nouvelles plateformes stratégie de B2B, avec le leader mondial de solutions évidemment électriques et aussi acteur clé de l'innovation, évidemment, dans les plateformes collaboratives. Je veux parler de Sonepar. Vous savez que depuis 200 ans, l'école accompagne les grandes transformations. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous accompagnons la transformation dans un monde disruptif. Et comme j'adore les acronymes, disruptif, ça veut dire digitalisé, inclusif, soutenable, rapide, ultra connecté, polarisé, transformateur et flexible. Enfin, imprévisible et flexible, disruptif. Évidemment, c'est pourquoi il est important pour nous, en tant qu'école, avec nos professeurs emmenés par Frédéric Fréry, le directeur scientifique de la chaire, de travailler avec Sonepar parce que pour finalement faire en sorte que la plateforme, on peut considérer comme une contrainte, devienne des opportunités et aussi d'opportunités en affaires, mais également et surtout en innovation. Vous savez, l'objectif de la chaire a principalement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de décoder cette plateforme stratégique de B2B pour bien comprendre les fondamentaux et comment mieux l'utiliser. La deuxième chose, c'est comment en fait mieux, évidemment, transférer ce qu'on appelle la dissémination, c'est-à-dire la recherche, vers les entreprises. Et de bien comprendre cela. Et troisième élément, c'est comment former nos futurs leaders responsables à ces enjeux qui sont importants pour l'école et pour vous, les entreprises. Évidemment, sans parler que pourquoi créer cette synergie, synergie entre Sonepar et ECP. Donc, comme vous savez, en stratégie, on vous parle de 1 plus 1 égale à 3. Mais moi, je préfère parler de 1 plus 1 égale à 11 parce que, vous voyez,
en termes pragmatiques, lorsque je monte 2 doigts, la stratégie, l'effet de levier, elle est beaucoup plus importante que le 3, et donc c'est l'effet 11. Pourquoi? Parce que nous partageons avec Sonepar au moins 3 dimensions communes. La première dimension, c'est la dimension entrepreneuriale. Vous savez, l'école a été créée par un groupe d'entrepreneurs, notamment emmené par le professeur Jean-Baptiste Say, qui a inventé le terme entrepreneur. Parce qu'avant, le terme entrepreneur signifie entreprendre, c'est entreprendre, séduire une femme. Aujourd'hui, c'est séduire les investisseurs. Vous voyez, donc ça a un peu changé. Et évidemment, Sonepar a cet esprit entrepreneurial à travers ces valeurs familiales qui sont extrêmement importantes. Deuxième raison à cela, des points communs, c'est que Sonepar a une dimension mondiale. Vous savez, présent de plus dans 40 pays, avec 80 enseignes, l'ECP, Business School, on est présent dans 50 pays avec nos partenaires académiques, 150 partenaires académiques. Troisième raison, troisième point commun, c'est évidemment ce partage, cet engagement sur la durabilité, sur l'innovation. Et j'adore évidemment, comme c'est écrit, Powered by Difference. C'est vraiment, ça incarne nos valeurs humanistes qu'évoque Sonepar. C'est pour ces raisons-là que nous avons la chance de travailler avec Sonepar, et c'est pour ça que je souhaite remercier Augustin, Philippe, évidemment Jérémy, Véronique, enfin tout l'ensemble évidemment de l'équipe de Sonepar, également nos membres de l'ECP. Je veux parler de évidemment Pascal, Brynil, Frédéric, notamment toute l'équipe qui ont vraiment insufflé pour faire en sorte que cette belle chaire soit non seulement la plus impactante, mais surtout pour mieux servir notre société. Et je veux aussi saluer et terminer que c'est une belle chaire, c'est aussi l'inauguration et aussi les personnalités, évidemment sous le leadership de Frédéric Fréry, pour animer avec des intervenants prestigieux, et merci beaucoup. Donc c'est Vincent Wang, Dickel Soria, Julien Blasi, si je ne me trompe pas. Merci pour venir enrichir grâce à votre expertise sur justement la problématique de chaîne de valeur, de la création de valeur. Là, on a la chance d'avoir vraiment toute la chaîne de valeur pour bien comprendre et bien aussi échanger sur ça. Voilà, donc avant de laisser la parole à Sonepar, je vous souhaite vraiment une excellente soirée, un excellent échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léon. Alors, on va maintenant vous passer un petit film sur Sonepar, qui est une entreprise que vous ne connaissez pas forcément de l'intérieur, puisque c'est une entreprise B2B, mais qui fait quand même près de 35 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il était temps que vous la connaissiez. Voilà. Très joli film. Encourager les jeunes totalement dédiés aux jeunes générations, aux futures générations. Donc Philippe, si vous voulez nous dire un petit mot de l'intérieur de cette belle entreprise, et puis peut-être que Jérémy voudra se joindre. Bonne soirée, c'est un plaisir d'être avec vous.
Donc Sonepar, c'est le leader mondial de la distribution B2B dans le domaine électrique et des systèmes et des produits. Donc vous n'en aviez jamais entendu parler, moi non plus quand j'ai rejoint le groupe, donc ne vous en faites pas. Et vous ne savez pas ce que c'était. Donc en deux mots, tout ce que vous voyez dans ce building ou tout ce que vous voyez dans les usines a été vendu par nous à des installateurs qui sont venus faire le building. Alors nous ou certains concurrents, dont je ne citerai pas le nom, bien sûr. Donc c'est un métier colossal. Donc on sert un marché mondial de 330 milliards. On fait 33 milliards et on a 10% de part de marché. Donc c'est assez important. Et on a une particularité, c'est qu'on est le deuxième groupe le plus grand aux États-Unis avec 16 milliards. Derrière un géant du luxe. Et c'est une histoire assez récente puisqu'on est rentré en 2000 aux États-Unis. Donc en 24 ans, on a construit une position colossale. Alors pourquoi cette chaire et pourquoi à ce moment? C'est un métier qui a été très longtemps relativement archaïque, qui était basé sur la relation client de proximité, avec des processus logistiques basiques et une informatique simple qui permettait de gérer l'entreprise, mais rien de plus. Sous l'effet de la transformation du B2C, sont arrivés chez nous la transformation de la logistique. Donc on a mis sur 5-6 ans, on va mettre plus de 3 milliards à transformer notre logistique mondiale. Et on aura une plateforme omnicanal qui va nous permettre de servir les clients dans toutes les formes, que ce soit en agence, que ce soit au téléphone, que ce soit en ligne, sur la même plateforme que nous avons designé nous-mêmes avec 250 ingénieurs qui sont dans une Digital Factory en France et une partie qui est aux États-Unis, au Texas, à Dallas. Donc on est en train de créer une base de données et un métier qui va être un métier du futur, qui va nous permettre de mettre de l'intelligence artificielle et qui va surtout nous permettre de nous connecter avec un écosystème. Parce qu'il s'avère que l'électricité n'est pas que Sonepar. L'électricité en France est extrêmement importante avec des sociétés magnifiques comme Schneider, Legrand, qui aura un représentant ce soir, des installateurs de premier plan, Equans, Eiffage et tous les grands du BTP qui ont des divisions électriques. Des gens qui sont des entreprises qui sont sur le domaine du digital, des Miracles qui sont un des leaders mondiaux dans la place de marché. Donc si on arrive à mettre cet écosystème en place, communiquer sur des bases de données à très haut niveau, on va avoir des jobs dans la profession à un niveau intellectuel, surtout sur le big data, sur la data science, qui va nous permettre d'avoir un leadership encore plus avancé. Et c'est là qu'on a besoin de l'ESCP, d'abord pour développer cet écosystème et deux, pour attirer ces talents qui sont dans la salle et qui sont dans des écoles comme le SCP, mais pas que, qui va nous permettre d'amener ce métier à ce niveau-là. Donc c'est une chaire importante, c'est une chaire un peu exploratoire puisqu'elle démarre. Quand on démarre, on ne sait pas trop où on va, mais je pense qu'il y a à la fois la puissance économique et la puissance intellectuelle pour arriver en France à faire un des meilleurs B2B au monde. Je ne pense pas qu'il n'y a qu'une société au monde qui essaie d'avoir du B2B Global Platform en omnicanal, c'est Sonepar, et je pense qu'on sera les premiers à réussir. Et en plus, je suis un ancien de l'ESCP, du Executive MBA, qui m'a permis de comprendre tout ce que je viens de vous dire. Donc, continuez vos études. Merci. Donc Jérémy Profeta, responsable de la transformation chez Sonepar. Je vais en profiter pour donner un peu plus de détails sur ce sujet-là. Nouvelle stratégie de plateforme, créer de la valeur dans un monde connecté. Chaque mot est intéressant ici parce que nouvelle, je pense que dans la salle, il y a beaucoup de 2002, de 2001 peut-être. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, 2002, 2001. C'est-à-dire que vous êtes né dans un monde où Amazon existait déjà. Vous n'avez pas connu le monde où Amazon n'existait pas. D'ailleurs, les 2002-2001 en Chine vivaient dans un monde où Alibaba n'existait pas. Tmall, Jingdong et ce genre de plateformes. Et donc, vous avez des modèles qui sont arrivés dans la distribution qui sont intéressants, mais vous n'avez pas connu l'inefficacité quand vous achetez quelque chose sur Internet qui a été la nôtre quand on avait votre âge. Et donc, ce qui est intéressant avec Sonepar et les 2002, 2001 ou peut-être les 2000, je ne sais pas, c'est qu'en fait, sur ce mot « nouvelle », nous avons deux choses. La première des choses, c'est la création de nouveaux modèles
d'étudiants qui ont votre âge. Et ça, c'est intéressant parce qu'une grosse partie des entreprises qui sont des licornes, qui valent des milliards, voire Amazon aujourd'hui qui vaut plusieurs trilliards, sont issues effectivement de ces écoles-là et d'une population qui a cet âge-là. Et en même temps, le créateur de Sonépar, le fondateur, a fondé à 50 ans. Et donc, vous avez effectivement la conjonction de deux choses. Des étudiants qui sont nés dans un monde connecté, digitalisé, où les places de marché, les marketplaces existaient déjà, avec une envie d'entrepreneurial. Et vous avez aussi une entreprise qui s'est fondée à un certain âge et qui aujourd'hui a 50 ans. Et je trouvais que les deux étaient assez intéressants dans le sujet de cette chaire. Stratégie, parce que c'est une chaire qui est très stratégique. Effectivement, pourquoi est-ce que Sonépar a décidé de s'engager dans cette chaire? Première des choses, avec le SCP, on a réalisé que ça n'existait pas. Vous pouvez regarder n'importe quelle entreprise, n'importe quelle société, aucune ne s'est joint pour définir, mais c'est quoi ce modèle de demain qu'il faut inventer? Effectivement, si on le connaît dans le B2C, vous êtes tous des consommateurs, on ne le connaît pas dans le B2B. Et il y a beaucoup d'efficacité à aller chercher. Pourquoi, quand je suis électricien, je dois attendre 2 jours? Et c'est plutôt, je veux dire, painful, quand je commande une prise, alors que sur Amazon et je commande un livre, c'est efficace et c'est rapide. Et donc, il y a bien quelque chose dans certaines industries qu'il va falloir craquer et inventer et redéfinir. Et c'est aussi un des objectifs de ce modèle de plateforme. Donc, c'est très stratégique. Et aujourd'hui, je tiens à remercier les différents acteurs. Vous avez un fabricant, merci Legrand, vous avez un client FH, vous avez la technologie avec Miracle, et vous avez un distributeur, Sonépar, qui aujourd'hui se dit qu'il faut prendre le lead et déterminer c'est quoi ce modèle qu'on va devoir tous opérer demain, sachant que nous sommes tous aujourd'hui alignés sur un objectif commun, qui est la sustainability, qui est l'environnement. Nous sommes dans une transition énergétique, nous sommes dans un monde qui se décarbonise, c'est un enjeu mondial. Le réchauffement climatique, on y est engagé, et on est dans un monde qui se digitalise. Donc quand bien même nous sommes alignés sur le même objectif, il doit bien y avoir un moyen, il doit bien y avoir un modèle où tous les différents acteurs se mettent autour de la table et redéfinissent à quoi ça ressemble, pour qu'au final, les clients nous aident à atteindre cet objectif, qui est la transition énergétique. Un monde connecté, vous l'avez toujours connu, ce monde-là. Donc je ne vais pas vous parler d'un monde que Philippe vous décrivait, où le client va à l'agence et achète ses différents produits. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde connecté. Je reviens sur le mot stratégique. Quand j'ai rejoint Sonépar, on m'a dit, voilà, Jérémy parle un langage qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Ce langage-là, c'est le vôtre, vous le connaissez, vous le comprenez. Deuxième des choses, stratégie, parce qu'on m'a demandé effectivement assez rapidement, mais c'est quoi ta stratégie digitale? Et j'ai assez vite dit qu'il n'y avait pas de stratégie digitale, il y avait la stratégie dans un monde digital. Donc ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que cette chaire est très entrepreneuriale et qu'elle touche tous les différents acteurs du B2B, déjà alignés sur le même enjeu qui est un enjeu humain et mondial, et qui aujourd'hui doit inventer ce nouveau mode de fonctionnement. Et c'est ça la réussite et l'ambition de cette chaire. Et merci pour l'opportunité. Et puis merci aussi aux étudiants d'être là. Frédéric? Merci. Je peux avoir la télécommande? Merci beaucoup. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Fréry, le directeur scientifique de cette nouvelle chaire. J'en suis très heureux. L'idée, c'est qu'on a une demi-heure à peu près pour vous donner ce qu'il y a à savoir d'essentiel en fait sur ce que sont les plateformes. Pour tout vous dire, j'ai fait un cours de 6 heures là-dessus vendredi dernier. Et donc là, on va le faire en une demi-heure parce qu'on a un public qui est particulièrement brillant, donc ça ne devrait poser aucun problème. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une question toute bête, en fait. C'est que pour arriver aux plateformes telles qu'elles sont aujourd'hui, il y a déjà une question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises, en fait? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on, dès le départ, on ne s'est pas organisé sous la forme de plateforme, mais pourquoi on a eu cette idée étrange, à un moment, d'avoir une personne morale avec des investisseurs qui achètent des actifs et qui le mettent à disposition d'individus en échange d'un salaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle des entreprises. Alors, je ne suis pas le premier professeur à se poser cette question-là. Il y a eu des gens très illustres avant moi. Et peut-être le plus connu, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui, Ronald Coase, économiste britannique, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1991 pour un article qu'il avait écrit en 1937, comme quoi il ne faut jamais désespérer,
Article en plus tout petit, qui fait 15 pages, et qui s'appelle « La nature de la firme ». Et dans cet article, Ronald se pose la question suivante, il se dit, mais c'est quand même bizarre, les grandes découvertes des Européens vers les autres continents au XVe et XVIe siècle, elles n'ont pas été faites par des sociétés de logistique comme DHL, FedEx ou UPS. Elles ont été faites en mode projet. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui voulait traverser l'océan, il fallait trouver un financeur. Je vous rappelle que Christophe Colomb, il a vu 5 ou 6 têtes couronnées avant de tomber sur la reine de Castille, la Castille n'étant pas a priori une puissance maritime particulièrement connue. Puis après, on louait les bateaux, puis on allait au port, on trouvait quelqu'un qui vous disait « moi, je peux vous recruter un équipage », on signait des contrats juste pour l'expédition, on partait, et si on venait avec les cales pleines, on était riche, avec les cales vides, c'était raté. Mais il n'y avait pas eu de création de personne morale, il n'y avait pas de salariat, il n'y avait pas d'entreprise. Même chose, les grandes cathédrales du XIIIe en France, elles n'ont pas été faites par Eiffage. Elles ont été faites en mode projet, avec des artisans jaloux de leur indépendance, qui auraient refusé de travailler avec des outils qui ne leur appartenaient pas d'ailleurs. Et on a pu comme ça construire avant les entreprises des choses comme des cathédrales et on a pu traverser le monde. Et donc la question que se posait Ronald, c'est pourquoi on n'a pas continué comme ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué à fonctionner avec des relations contractuelles ponctuelles et pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée de construire des entreprises? La réponse qu'il donne est tout à fait intéressante. La réponse qu'il donne, c'est que si vous faites ça une seule fois de temps en temps, je ne sais pas moi, si vous traversez l'océan une fois tous les 6 mois, si vous construisez une cathédrale tous les 30 ans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire comme ça ne pose aucun souci. En revanche, qu'est-ce qui se passe si vous voulez traverser l'océan toutes les semaines? Qu'est-ce qui se passe si vous voulez construire une cathédrale tous les ans, voire tous les 6 mois? Là, vous comprenez bien qu'à chaque fois, il va falloir trouver des financeurs, à chaque fois, il va falloir engager des prestataires, à chaque fois, il va falloir louer des équipements. Et donc, vous comprenez bien que le temps que vous allez passer à concevoir votre chaîne de valeur va être gigantesque par rapport au temps que vous allez l'utiliser. Et donc, en fait, c'est tout simplement pas intéressant si jamais il y a une répétition. Et le grand truc de l'entreprise, c'est que ça fonctionne très bien quand il y a de la répétition. Dit d'une autre manière, le grand truc de l'entreprise, c'est que trouver les financeurs, engager les prestataires, louer les équipements, en fait, vous le faites qu'une seule fois. Et Ronald Coase, il a eu son prix Nobel parce qu'il a identifié la notion de coût de transaction. Le coût de transaction, c'est le coût que vous avez à payer pour trouver toutes ces choses qui vous permettent d'avoir une chaîne de valeur. Et l'entreprise, vous les payez une fois, tandis qu'un marché, vous les payez à chaque fois. Et donc, si vous êtes dans la répétition, c'est tout simplement plus rentable et il vaut mieux faire comme ça. Alors, si on compare les deux, c'est très simple. Si vous êtes en entreprise, vous avez surtout des coûts fixes que vous avez à payer tout le temps. Si vous êtes en place de marché, vous avez des coûts variables. Le gros avantage, évidemment, d'avoir des coûts variables, c'est que votre seuil de rentabilité est plus bas. Et donc, quelle que soit l'activité, vous pouvez dégager un profit, même si vous êtes dans une activité variable. En général, pour transformer des coûts fixes en coûts variables, d'ailleurs, dans une entreprise, ce qu'on fait, c'est qu'on sous-traite. Même chose en entreprise, il y a beaucoup de coûts indirects dont on ne sait pas exactement comment les imputer à chacune des ventes que l'on fait, alors qu'en place de marché, on n'a que des coûts directs. C'est tout simplement le coût de la prestation qu'on paye aux prestataires. Ça aussi, c'est vrai. En entreprise, on a du droit du travail, tandis que si vous êtes en place de marché, vous avez surtout du droit commercial. Ça vous explique, par exemple, pourquoi une plateforme comme Uber, quand on lui dit « mais c'est affreux, vos chauffeurs, quand même, socialement, ils sont maltraités, ils n'auront pas de retraite, comment osez-vous ?» Et ce que répond benoîtement Uber, c'est « mais attendez, mes chauffeurs? Mais moi, j'ai pas de chauffeur. Moi, je suis une plateforme de mise en relation entre des auto-entrepreneurs et des clients. Si la situation sociale des auto-entrepreneurs est problématique, voyez ça avec le ministère du Travail, mais moi, ça ne me concerne pas. » Bon. Et puis après, ce qui est très important, évidemment, c'est qu'en entreprise, vous avez les compétences internes. Vous les avez recrutées une fois, et maintenant, vous les avez. Et maintenant, il faut travailler avec. Et je suis sûr qu'ils sont très bien, les gens que vous avez, très très bien. Mais quelquefois, vous pourriez vous dire, sur certaines questions, ce serait intéressant d'en avoir d'autres. Oui, mais bon, vous les avez, quoi. Tandis que dans un système de place de marché, vous avez toujours la possibilité, si elles sont disponibles sur le marché, de trouver les compétences optimales qui vous sont nécessaires. Et donc, en gros, vous avez compris, l'entreprise, c'est super pour la répétitivité et la standardisation, alors que la place de marché, c'est génial pour la flexibilité et le sur-mesure. Ce que disait Ronald Coase, en fait, c'est que du côté entreprise, vous avez le coût du management, et du côté place de marché, vous avez les coûts de transaction qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une équation qui permet d'obtenir un prix Nobel d'économie? Je préviens parce qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques à ça, quelquefois. Non? Ça va, vous êtes bien? Alors, l'équation qui a permis à Ronald Coase d'avoir son prix Nobel d'économie, elle n'est pas très compliquée, c'est celle-là.
Il y en a des plus durs, hein, il y en a des plus durs. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit pourquoi est-ce que les entreprises se sont imposées? Tout simplement parce qu'en cas de répétitivité, et notamment dans une société de consommation comme celle qu'on a connue et dans laquelle on est encore, les coûts de management sont significativement inférieurs aux coûts de transaction. Et donc, la pente naturelle pour tout le monde, c'était de s'organiser en termes d'entreprise. Maintenant, ça n'aura pas échappé à votre sagacité. Il a écrit ça en quelle année, Ronald? 1937. Et d'après vous, comment ça a évolué de part et d'autre depuis? Eh bien oui, il s'est passé plein de choses. Le coût du management, il a beaucoup explosé quand même dans les entreprises. Hein. Dans certaines entreprises, le coût du management peut maintenant représenter une part significative, voire très significative des coûts de fonctionnement. À l'inverse, les coûts de transaction, bien évidemment, ils ont tendance à diminuer très fortement sous l'apparition de toutes les technologies numériques, mais aussi avant du container, mais aussi avant du chemin de fer, etc. On est dans une descente en fait progressive des coûts de transaction, une hausse progressive des coûts de management, et donc c'est pas un hasard si les places de marché en fait redeviennent intéressantes tout en conservant la logique de Ronald Coase. Alors, on est dans un monde connecté, hein, effectivement. Tiens, juste, je voulais tester. Là, je vous ai mis des chiffres assez étonnants. Donc, par exemple, je sais pas, il y a 694 000 personnes qui ont envoyé un reel sur Instagram. Il y a eu 41,6 millions de messages envoyés sur WhatsApp. Il y a 6060 personnes qui ont mis leur CV sur LinkedIn. Il y a eu 360 000 tweets envoyés sur X, 6,3 millions de recherches sur Google. Taylor Swift a été streamée, ses chansons ont été streamées 60 400 fois. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, on a envoyé 241 emails. Tout ça, d'après vous, c'est en combien de temps? Alors, j'ai entendu une seconde, j'ai entendu une journée, j'ai entendu une minute, une heure. Alors, d'après vous, qui est pour la seconde? OK. Qui est pour la minute? OK. Qui est pour l'heure? D'accord. Qui est pour la journée? Personne pour la journée. Ça, en fait, c'est en une minute. C'est ce qui se passe toutes les minutes. Maintenant, vous voyez comment vous avez réagi. Ce qui est très intéressant, c'est que ces chiffres-là n'ont aucun sens pour un être humain normal. Je vous aurais dit, je sais pas moi, 16 060 résumés postés sur LinkedIn ou, je sais pas, 394 000 trucs envoyés. C'est pareil, quoi. On n'a aucune capacité à voir ce que ça représente. Ça, c'est la production, à l'heure actuelle, de 5,2 milliards d'internautes. 5,2 milliards d'internautes à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais votre cerveau est le résultat de 350 000 ans d'évolution. L'espèce Homo sapiens s'est développée il y a 350 000 ans. C'est regardez la personne qui est assise à côté de vous. Ça pourrait être quelqu'un d'à 350 000 ans, habillé comme aujourd'hui, vous ne feriez pas la différence. D'accord? C'est le même être humain depuis 350 000 ans. Et d'après vous, nos ancêtres femmes préhistoriques et hommes préhistoriques vivaient dans des tribus de quelle taille? Bon, c'était quelques dizaines d'individus, jusqu'à 50-60 individus à peu près. Et ça veut dire que pendant à peu près 350 000 ans, notre cerveau il a été sélectionné pour fonctionner dans des groupes d'une cinquantaine de personnes. Et on est super bien quand on est avec un groupe d'une cinquantaine de personnes. La sélection nous a câblés comme ça. Il y a un scientifique qui s'est posé la question, c'est quoi la limite? À partir de combien est-ce qu'on commence à plus être bien? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le modèle de Dunbar. Et donc Dunbar, ce monsieur, il a fixé, d'après ses travaux, la limite à environ 180 personnes. Et ce qu'il dit, c'est si on est au-delà de 180 personnes, on ne comprend plus très bien ce qui se passe et on est un peu perdu. Si on est en deçà de 180 personnes, on est plutôt bien parce qu'on a été sélectionné comme ça. Vous remarquerez d'ailleurs que 180 personnes, c'est ce qu'on appelle une compagnie dans les armées, partout dans le monde. C'est assez logique, ils ont retrouvé cette logique. Alors pourquoi est-ce que... Alors vous allez me dire, mais je connais plus de 180 personnes, ça ne veut rien dire. Oui, mais quand il s'agit de chasser le mammouth, c'est pas simplement vous connaissez 180 personnes, c'est que vous connaissez aussi les liens qu'ils ont les uns avec les autres. Et donc, c'est une combinatoire. Et au-delà de 180 personnes, la combinatoire est tellement gigantesque que vous ne pouvez plus faire confiance aux gens dans l'action. Et donc, la logique qu'on a derrière ça, c'est qu'il faut plutôt se limiter à des relativement petits effectifs sur les équipes dans lesquelles on travaille. Bon, donc on est dans un monde qui est assez bizarre parce qu'on n'a jamais connecté 5,2 milliards de cerveaux humains. On n'est même pas fait pour ça, si vous voulez. Et donc, ça nous expose à des choses qui sont tout à fait nouvelles, mais vraiment tout à fait nouvelles. Et donc, évidemment, le numérique, ces 5,2 milliards, cette réduction drastique des coûts de transaction, renverse la logique de Ronald Coase. La petite équation que vous avez tout à l'heure, elle est en train de prendre un sens complètement différent. Alors,
à partir de là, on a vu se développer donc des plateformes qui reposent sur cette logique de place de marché. Alors là, je compare deux choses. Je compare Walmart, qui est une entreprise intégrée, avec Uber, qui est une plateforme. Et alors, je sais bien, ils ne sont pas dans la même activité, hein, mais Walmart est le plus gros recruteur et employeur du monde. En tout cas, oui, en tant que société privée. Uber est une des plus grosses plateformes. C'est assez intéressant à regarder. Walmart, ils ont 2,3 millions d'employés. Ils ont donc une main-d'œuvre de 2,3 millions de personnes. Sur ces 2,3 millions de personnes, on estime qu'ils ont à peu près 200 000 managers. D'accord ? À peu près, c'est à l'échelle. De leur côté, Uber, ils ont 22 000 salariés. Ils n'ont que 22 000 salariés, ces gens-là. Ils ont une main-d'œuvre de 5 millions de chauffeurs indépendants, qui sont des auto-entrepreneurs prestataires. Ils ont combien de managers ? 2000. Et donc, vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire. Ici, dans une des plus vieilles écoles de management du monde, et devant son directeur général. Je suis en train de vous dire qu'une plateforme, ça permet d'avoir 2 fois plus de manœuvres avec 100 fois moins de managers. Et quand on forme des managers, c'est intéressant. Incontestablement. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment une plateforme ? Qu'est-ce que dit la littérature sur ce que c'est vraiment qu'une plateforme ? Alors là, je m'appuie sur un ouvrage qui est très très bien, qui a été fait par des profs de Harvard, Parker, Van Alstyne et Chaudhary. Et ils disent donc une plateforme, c'est un modèle économique qui facilite, généralement via le numérique, des interactions génératrices de valeur entre des fournisseurs et des clients en s'appuyant sur les effets de réseau. Alors, vous avez déjà entendu tous les premiers mots dans tout ce qui a été dit auparavant par les différents intervenants. Il y a peut-être un truc qui n'a pas été, mais qui était évidemment en filigrane, c'est les effets de réseau. Et ça, toujours quand on parle de plateforme, il y aura toujours cette notion d'effet de réseau. Alors, qu'est-ce que c'est les effets de réseau ? Les effets de réseau, c'est tout bête, ça consiste à dire que la valeur d'une offre augmente avec le nombre de ses utilisateurs. Je vous prends un exemple tout bête. Les premiers gens qui se sont achetés les tout premiers téléphones, il fallait qu'ils soient vraiment courageux parce qu'il n'y avait personne à qui téléphoner. Et donc, ça n'avait strictement aucun intérêt d'avoir un téléphone. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient équipés, qui soient connectés à la même chose que vous pour que ça commence à avoir un intérêt. Et après, plus le nombre d'utilisateurs est important, plus la valeur augmente. Alors on est même allé plus loin, il y a des gens qui ont développé vraiment des modélisations de ça. Il y en a une qui est intéressante, c'est le modèle qui a été proposé par Bob Metcalfe, ce qu'on appelle la loi de Metcalfe. Au passage, Bob Metcalfe, c'est lui. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il tient entre les mains, mais c'est son invention principale. C'est le protocole Ethernet. Vous savez, le petit câble qui fait clic et qui permet d'avoir le réseau sur votre PC, c'est lui qui l'a inventé en fait. Et lui, il dit, la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Alors c'est très intéressant si on croit ça, parce que, regardez ce petit schéma-là, si vous prenez le nombre de nœuds qu'il y a dans votre système, le coût, il augmente en fonction du nombre de nœuds. Chaque fois qu'il y a un nœud, vous rajoutez un coût, d'accord ? C'est linéaire. Alors que la valeur, elle augmente de manière exponentielle, parce que c'est au carré. Et donc ça veut dire qu'il y a au début un moment où vous ne gagnez pas vraiment d'argent, en revanche il y a un moment où ça devient extrêmement intéressant de le faire. Quand vous avez dépassé l'intersection, là d'un seul coup c'est tout bénéfice. Alors, après il y a une autre chose à connaître sur les plateformes, c'est ce qu'on appelle les marchés multifaces. C'est aussi comme ça qu'on peut les définir. Les marchés multifaces, c'est ça. C'est une plateforme cherchant à attirer plus de fournisseurs en attirant plus de clients et réciproquement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on va avoir plus d'utilisateurs, c'est qu'on va avoir plus d'utilisateurs d'un côté et de l'autre. Et d'ailleurs, ceux qui sont d'un côté n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait autant de gens de leur côté, ils ont surtout envie qu'il y ait plus de gens de l'autre côté. Alors ça, c'est des travaux qui ont été faits notamment par des gens comme Jean Tirole, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2014, je vous rappelle, qui est français. On a identifié jusqu'à présent des marchés qu'on appelle bifaces. Donc vous connaissez tous, hein. Netflix, d'un côté, vous avez les producteurs de contenu, de l'autre, vous avez les abonnés. Les producteurs de contenu ont intérêt à venir s'il y a plein d'abonnés, les abonnés ont intérêt à venir s'il y a plein de producteurs de contenu. C'est réciproque. Airbnb, c'est la même chose. Visa, Mastercard, vous avez intérêt à prendre une carte Visa si les commerçants acceptent la carte, et les commerçants ont intérêt d'accepter la carte s'il y a plein de gens qui ont pris la carte. Donc c'est un marché biface. Et évidemment, la marketplace d'Amazon, c'est exactement ça. On a aussi, c'est intéressant, des marchés trifaces. Alors ça, c'est plus rigolo. Par exemple, Uber Eats, vous avez les restaurants, vous avez les clients et vous avez les livreurs. Et il faut attirer les trois. Et on est en concurrence sur le fait qu'on va attirer les trois. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Getir, c'est pareil. Getir, vous savez, c'était les types pendant la pandémie qui livraient les courses en scooter. Là. Ils ont tous fait faillite. Instagram. Vous pouvez me dire qui c'est la troisième phase sur Instagram ? Donc, il y a vous qui prenez des photos de chats. Il y a les annonceurs qui veulent récupérer les données pour vous vendre des croquettes pour chats. Et les influenceurs. Ah ouais. Les influenceurs, c'est la troisième phase et c'est très important de les avoir aussi.
Alors tiens, juste un petit mot sur Amazon, qui est quand même quelque chose qui revient toujours assez fréquemment, vous l'avez vu, hein, comme ça a été très justement dit, il y a plein de gens dans cette pièce qui sont nés avant. C'est très intéressant sur Amazon parce qu'ils ont changé complètement de modèle économique au cours du temps. Et on va voir s'il peut se passer la même chose pour les plateformes B2B, même si Amazon est en grande partie B2B aussi, bien sûr. Donc ça, c'est la croissance des résultats, enfin, excusez-moi, du chiffre d'affaires d'Amazon au cours du temps. Je ne suis pas parti du début. Hein. Le début, c'est Amazon, c'est 94. Mais bon, avant, on verrait pas le trait sur la courbe, donc c'était pas à peine de le mettre. Ils ont sorti le cloud, donc AWS, dont ils sont leaders mondiaux, en 2002. En 2005, ils ont lancé le fameux abonnement Prime, donc qui permet d'avoir les livraisons gratuites contre un paiement mensuel. Ils ont lancé en 2006 le Fulfillment by Amazon. Ça veut dire qu'ils proposent aux marchands qui vendent sur leur plateforme, là c'est purement un service B2B, enfin B en tout cas d'un côté, ils proposent de s'occuper complètement de leur logistique et des stocks. La même année, ils ont sorti Prime Video, qui, vous le savez, est un concurrent de Netflix. Eh bien, ça n'en avait pas l'air à l'époque, mais tout ça était parfaitement cohérent. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, en 2012, ils ont sorti la publicité Amazon. Ah oui, vous le savez maintenant, quand vous voulez acheter quelque chose, ils poussent certains produits et ils font de la publicité sur le site. Mais ils peuvent également faire de la publicité sur Prime Video pour vous encourager à acheter les produits sur leur site. D'accord ? Tout ça donne, en 2023, que Prime a 200 millions d'abonnés, que le Fulfillment by Amazon, ça représente 94% des vendeurs. Et ça a provoqué quoi ? Ça a provoqué que la marketplace d'Amazon, c'est-à-dire le fait qu'ils n'achètent pas les produits pour les revendre, mais ils s'occupent directement d'être la vitrine et de s'occuper de la logistique, est passé de 20% du chiffre d'affaires au début du siècle à aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires. Et si on regarde comment se répartissent les 574 millions de chiffre d'affaires d'Amazon, c'est très intéressant parce que les ventes directement d'Amazon, c'est 252 milliards, 252 milliards, ça c'est les ventes directes, mais en dessous, il y a tout ça. Le Fulfillment by Amazon, ils le font payer, bien évidemment, aux marchands. Et ça représente 140 milliards. Le cloud, ça leur rapporte 91 milliards. La publicité leur rapporte 47 milliards. Et Prime leur rapporte 40 milliards. Si vous faites la somme de tout ça, vous obtenez 318 milliards. Et donc, vous voyez bien ce qu'il y a écrit. Ce qu'il y a écrit, c'est que Amazon gagne maintenant plus d'argent en étant une plateforme de services internes qu'en vendant des produits. C'est très intéressant quand même, comment ils ont fait évoluer leur modèle économique. Alors, il aura fallu du temps, mais finalement, on se rend compte que tout l'écosystème est cohérent par rapport à tout ça. C'est des gens quand même assez malins, il faut le reconnaître. Alors, il y a plein d'industries qui sont touchées par les plateformes. Là, ce sont bien sûr essentiellement des industries B2C, mais pas que. Hein. Vous avez la comptabilité, la banque, l'assurance et quelques autres. Alors, on pourrait passer des heures à expliquer ce que fait chacun. Moi, j'ai quelques petits chouchous. Je ne sais pas si vous connaissez Swimmy. Non ? Swimmy, c'est si vous avez une piscine chez vous, vous pouvez louer votre piscine à des gens. Je ne sais pas, ce qui est bien aussi, bonnenote.fr. Ah, ça, c'est dans notre métier à nous, ça, bonnenote.fr. C'est si vous avez un devoir à faire, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire à votre place. C'est abominable comme truc, ça. Et ça existe. Hein. Et ce sont... il y a même le conseil, au passage. Hein. BTG, ça c'est drôle aussi, BTG. BTG, c'est... vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un cabinet de conseil, mais vous savez que c'est très cher, un cabinet de conseil. Au passage, vous remarquerez que la couleur et BTG, ça fait quand même clairement penser à BCG. Qui est un des plus gros recruteurs de SCP, plutôt que de vous payer le BCG, vous allez vous payer des gens qui ont travaillé pendant 2-3 ans au BCG, qui ensuite sont partis, mais qui ont appris toutes les méthodes, qui savent travailler ensemble, et vous allez les payer en direct. Et eux, ils servent d'interface. Alors évidemment, les consultants gagnent 2 fois plus que ce qu'ils gagnaient quand ils étaient consultants. L'entreprise paye 2 fois moins que ce qu'elle payait lorsqu'elle faisait appel à un cabinet de conseil. Le seul qui perd de l'argent là-dedans, c'est le cabinet de conseil, mais on peut témoigner qu'ils ont donc gagné beaucoup historiquement. Donc voilà. C'est une forme de désintermédiation, en fait. Alors, ce qui va nous intéresser spécifiquement, bien sûr, dans cette chaire, ce sont les plateformes B2B. En voilà quelques-unes. Vous remarquerez qu'on reconnaît des gens. Hein. Amazon, il est là. Alibaba, il est là, bien sûr. Il y en a quelques autres. Hein. Mano Mano, vous connaissez peut-être aussi, hein, mais qui a également une activité pro très importante. Une des questions très intéressantes qu'il va falloir se poser dans le cadre des travaux de recherche de cette chaire, c'est quoi leur vraie spécificité par rapport à tout ce qu'on a appris maintenant en 20 ans et quelques sur les plateformes B2C ? Où sont les différences ? Il y en a évidemment, mais il va falloir essayer d'être précis pour savoir si on peut transférer du savoir, de la connaissance, de ce qui a été appris sur le B2C vers le B2B.
moi, spontanément comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une première chose qui est importante, c'est que... ah oui, je ne sais pas si vous savez, normalement, ça n'aurait jamais dû exister, les plateformes. Parce qu'il y a un autre prix Nobel qui avait été donné à George Akerlof en 2001, qui expliquait que des transactions entre des gens qui se sont jamais vus et qui se reverront jamais et qui sont uniques sont forcément, dans sa terminologie à lui, pourries. L'exemple qu'il prend, c'est les ventes de voitures d'occasion entre particuliers. Dans le monde entier, les ventes de voitures d'occasion entre particuliers, c'est un marché pourri. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu le vendeur, on n'a jamais vu l'acheteur, c'est une transaction unique, on ne se reverra jamais, et donc chacun fait l'hypothèse que l'autre va essayer de le gruger. Et quand chacun fait l'hypothèse que l'autre va essayer de le gruger, qu'est-ce qu'il fait ? Il gruge. Et donc tout le monde est opportuniste. C'est-à-dire que les compteurs sont trafiqués, les chèques sont en bois, enfin, c'est un marché pourri, quoi. Il appelle ça un lemon market. Et il avait démontré, il a eu un prix Nobel pour ça, qu'on ne pourrait jamais faire travailler des gens qui ne se connaissent pas les uns avec les autres, parce qu'il y a ce risque d'opportunisme généralisé et d'asymétrie d'information, bien sûr, parce que vous savez si la voiture a été accidentée, l'acheteur, il ne le sait pas, lui, et vous n'avez peut-être pas forcément envie de lui dire. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la solution. Il y a quelqu'un qui a trouvé comment on pouvait rendre les transactions entre des inconnus qui ne s'étaient jamais vus et qui ne se reverraient jamais fiables. Ouais, c'est les petites étoiles. C'est eBay qui a inventé ça au départ. Là, je vous ai mis un screenshot d'Amazon, mais c'est eBay au départ qui a eu cette idée géniale. Et c'est une idée vraiment géniale. Parce que ce sont des inconnus, mais ils ont été évalués par les autres. Et parce qu'ils ont été évalués par les autres, vous pouvez leur faire confiance. Je sais pas, je prends un exemple tout bête. L'autostop. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, l'autostop, c'était un truc assez aventureux quand même. Hein. J'aurais jamais laissé mes filles faire de l'autostop toutes seules, quoi. Il était évident que l'autostoppeur, c'était peut-être un tueur en série, mais peut-être qu'aussi le gars qui prenait les gens en autostop, c'était un affreux psychopathe. Aujourd'hui, vous avez un truc genre Blablacar, où vous avez évaluation complète avec cette personne, elle aime tel genre de musique, elle conduit bien, pas bien, etc. Vous savez exactement tout sur tout le monde. Et donc, on peut faire confiance parce qu'il y a eu cette création de l'évaluation. Une des spécificités qu'on peut peut-être identifier sur le B2B, c'est que ce problème d'Akerlof est nettement moins prégnant. Parce qu'on est dans le B2B, et donc avec des gens qui ont déjà une réputation, qui ont déjà une marque, et qui veulent entretenir cette réputation, et qui veulent préserver la valeur de leur marque. Et donc, à partir de là, je dirais même d'ailleurs qu'il serait naturellement beaucoup plus facile de créer des plateformes en B2B qu'en B2C, car on n'a pas cette question de la création de confiance. La confiance existe déjà, parce que nous avons des entreprises en amont, des entreprises en aval, elles existent, elles ont des sites web, elles ont pignon sur rue, elles n'ont pas envie d'être pris pour des escrocs. Et donc, a priori, il y a une confiance réciproque qui fait que les transactions devraient être naturellement meilleures. Voilà une spécificité possible. Je ne sais pas, c'est une question intéressante. Alors, il y a quelques risques quand même qui ont été identifiés sur les plateformes. Il en existe, bien sûr. Parmi les risques qui ont été identifiés, notamment dans cet article-là, si vous voulez aller jeter un œil, il y a... on dit qu'on a un gros réseau et on a un effet de réseau. Mais il faut faire attention, parce que si c'est un réseau multilocal et pas un réseau global, ça ne marche pas l'exponentiel, ça ne marche pas la loi de Metcalfe. Regardez, là vous avez le réseau d'Airbnb. Airbnb propose à des gens du monde entier des logements dans le monde entier. Ça, c'est un effet de réseau exponentiel, ça marche, très bien. En revanche, si vous regardez un truc comme Uber, Uber, il n'a pas un réseau mondial, en fait. Il a un réseau multilocal. Il est bon dans certaines villes. Il n'est pas présent partout, d'ailleurs. Il y a des villes qui l'ont interdit. Et il est donc beaucoup plus exposé à des concurrents locaux qui pourraient être forts, qui n'auront certainement pas la taille pour se battre dans le monde entier, mais qui auront la taille pour se battre dans la ville où ils sont. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez un réseau multilocal, vous avez un moins fort effet de réseau que ce qu'on pourrait constater sur un vrai réseau global. Voilà une limite qui a été identifiée. La deuxième est un grand classique, c'est la désintermédiation. C'est si jamais la plateforme a mis en relation un fournisseur avec un client, et une fois qu'ils se connaissent, ils travaillent directement ensemble et ils ne passent plus par la plateforme. Il y a un cas que tout le monde connaît, c'est évidemment Booking. Comme vous le savez, Booking essaie d'avoir tous les hôtels du monde, même ceux qui refusent d'y être au passage. Je ne sais pas si vous savez ça, sur sa plateforme. Le problème, c'est que quand vous réservez sur Booking, il faut savoir que Booking gagne 2 fois plus que l'hôtel. Et donc, évidemment, l'hôtel, il n'est pas content du tout. Et donc, ce que font beaucoup de clients, c'est quoi ? C'est vous regardez d'abord l'hôtel, tout le descriptif et tout sur Booking, c'est celui qui vous convient. Puis après, vous téléphonez directement à l'hôtel et vous dites, tiens, est-ce que j'achète sur Booking ou j'achète chez vous ? Et évidemment, vous aurez un tarif inférieur si vous téléphonez directement à l'hôtel.
Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle de la désintermédiation. Et vous comprenez bien que pour un truc comme Booking, c'est comme s'ils avaient un panier percé, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout l'effort de construction de la mise en relation, mais ce n'est pas toujours eux qui en bénéficient. C'est un risque classique des plateformes. Un troisième, c'est la multi-appartenance. Qu'est-ce qui empêche de chaque côté, de chaque face, les gens de travailler pour plusieurs? A priori, pas grand-chose. Et ils n'aiment pas ça. Bien sûr, ils n'aiment pas ça. Je ne sais pas si vous avez déjà testé de publier une vidéo YouTube sur LinkedIn. Pour essayer, vous verrez, c'est assez amusant. Quand vous postez un truc, vous avez, je sais pas, mettons que vous avez 10 000 personnes qui vous suivent, vous postez un truc, si vous avez de la chance, vous avez 8 000 personnes qui ont vu votre article. Si vous postez une vidéo YouTube, vous aurez 1 000 personnes. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de LinkedIn va vous sabrer, en fait. Il va faire tout ce qu'il pourra pour que votre vidéo ne soit pas vue, parce que si jamais les gens cliquent sur la vidéo, ils ne sont plus dans l'écosystème de LinkedIn, de Microsoft, ils sont dans l'écosystème de Google, c'est-à-dire YouTube. Et donc, ils veulent surtout éviter ça. Et donc, cet aspect multi-appartenance est également quelque chose qui peut poser problème éventuellement dans certaines occasions. Et là encore, peut-être que c'est une spécificité qu'on n'a pas forcément dans le B2B, ce sera quelque chose à creuser. Quelques exemples de questions à résoudre, mais on va en évoquer plein en cours de la table ronde qui va suivre. Déjà, comment se fait le partage de la valeur avec les plateformes? Quand on reprend l'exemple d'Amazon tout à l'heure, on voit que quand même, ils prélèvent beaucoup de résultats sur leurs marchands. Peut-être même plus que sur leurs clients. Est-ce que c'est quelque chose qui est stable, durable? C'est pas évident, parce que je rappelle que parmi les marchands d'Amazon, vous en avez plus de la moitié qui sont des Chinois maintenant. Et évidemment, ils ont vu apparaître des Temu, ils ont vu apparaître des gens comme ça qui ne leur proposent pas les mêmes tarifs. Et donc, il peut y avoir une fuite assez rapide. Bon, ils les tiennent par le Prime. Oui, parce que je ne sais pas si je dis ça, mais pour pouvoir vendre aux clients Prime, vous êtes obligé d'avoir le Fulfillment by Amazon. C'est obligatoire. Donc, ils les tiennent comme ça, ils ont verrouillé par quelque chose. Maintenant, il peut y avoir une fuite également. Donc, comment se partage la valeur? Et il faut qu'elle soit partagée de manière équitable, parce que les gens sont des partenaires et ils peuvent décider de partir si jamais ils considèrent que ce n'est plus intéressant pour eux. Donc il faut que le partage soit équitable. Deuxième chose, c'est quoi le vrai modèle économique qu'on veut derrière? Est-ce que c'est de récolter des données? Est-ce que c'est de vendre des produits? Est-ce que c'est là encore de vendre des services aux différents prestataires en interne? Il y a plein de solutions qui existent. Et il y a plusieurs modèles économiques qui existent. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question de ce que ça peut vouloir dire là encore en B2B. Et puis bien sûr, que faire des ressources et compétences historiques? C'est-à-dire que si vous mettez en place une plateforme numérique à côté de quelque chose que vous possédez déjà, il faut trouver une dynamique qui permet de faire rentrer, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal bien sûr, de faire rentrer vos compétences historiques dans un modèle qui est significativement différent. Voilà quelques questions. On pourrait évidemment en imaginer d'autres. 27, ça va, on y arrive. Tiens, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain épisode? Le prochain épisode, il s'annonce pas mal, le prochain épisode. Il va être assez rigolo, le prochain épisode. Sam Altman, c'est lui là, un des fondateurs d'OpenAI avec Elon Musk et un troisième, a déclaré en début d'année une citation qui m'a un petit peu alerté quand même. Il a dit la chose suivante. « Dans mon petit groupe d'amis entrepreneurs de la tech, nous avons un pari pour savoir quand apparaîtra la première entreprise d'1 milliard de dollars dirigée par une seule personne. » Une entreprise d'1 milliard de dollars dirigée par une seule personne. Ça veut dire donc une entreprise unipersonnelle valorisée 1 milliard. L'auto-entrepreneur qui fait 1 milliard de valorisation. Vous voyez? Ou je vous le fais autrement, une licorne sans salarié. Alors ça paraît complètement fou comme truc. Ça l'est pas tant que ça. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé. Alors ça, c'est le premier logo d'Instagram. Je ne sais pas, vous en souvenez peut-être, ça ressemblait à un vieux Polaroid en fait. Instagram, ça a été fondé en 2010. Et en 2012, ils avaient 13 employés, ils avaient 30 millions d'utilisateurs, ils ont été vendus 1 milliard à Facebook. Ok, c'était pas 1, c'était 13. Enfin, bon, il y avait encore pas tout à fait les mêmes conditions qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est pas ridicule. Et à quoi il pense, Sam Altman, quand il veut nous vendre ça? À mon avis, il pense à quelque chose comme ça. Il pense à un entrepreneur généraliste qui va utiliser des IA spécialisées, chacune, en fait, utilisant des sous-traitants. C'est-à-dire une multiplateforme ou quelque chose comme ça, mais qui serait gérée non plus par du personnel, mais directement par des IA. Ça pourrait être super amusant, ça. Alors, est-ce que ça va se faire? Vraisemblablement. S'il a un petit groupe d'amis et ils font un pari, ça veut dire que ça ne va pas se faire dans 10 ans.
Ça pourrait se faire dans 12 mois, je ne sais pas, à la vitesse à laquelle ils évoluent, ce n'est pas impossible. Je suppose que ce n'est pas d'abord dans la distribution de matériel et de solutions électriques qu'ils le feront, mais bon, comme vous l'avez dit, c'est un marché de 300 milliards, ça peut être intéressant, hein. Ça peut tout à fait être intéressant. Et tiens, voilà une autre question passionnante qu'on pourra d'ailleurs évoquer au cours de la table ronde. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bestiau comme ça qui arrive, quoi, s'il y a un acteur purement numérique qui décide de rentrer sur le marché? Et comment on peut mettre en avant des ressources, des compétences qui font qu'on aura quelque chose à dire en biface, à la fois auprès des fournisseurs et des distributeurs, pour dire que ce n'est pas une solution vers laquelle ils doivent se tourner. Ouais. Allez, un petit dernier mot. Le dernier mot, je l'ai emprunté... je ne suis pas sûr qu'il ait eu un prix Nobel, lui, tiens, d'ailleurs. Keynes, il a eu un prix Nobel? Non, je crois pas. Hein. Bon, il l'aurait bien mérité, hein, franchement. Ouais, Keynes, il disait la chose suivante. La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Et je trouve que c'est exactement ce qui était dit tout à l'heure, en fait. C'est que, oui, on peut être exposé à plein d'idées nouvelles, et ça, c'est super, mais le vrai problème qu'on a, alors notamment quand on gère une entreprise de grande taille, c'est les idées anciennes qui sont bien ancrées, les manières de faire, les habitudes, les expériences, etc. Et ça peut être, évidemment, un rempart compliqué. Vous savez, les barrières à l'entrée, c'est souvent des prisons aussi. Ça peut être un rempart compliqué quand on veut vraiment avoir une véritable transformation. Et évidemment, l'aspect humain et organisationnel, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on doit évoquer pendant cette table ronde. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et nous passons donc à la table ronde. Donc j'appelle les différents intervenants, s'il vous plaît. Alors, on a beaucoup de chance pour cette table ronde, parce que comme vous le voyez, nous avons toute la filière. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons un distributeur, donc Sonepar. Nous avons... Venez. Nous avons un fournisseur, nous avons un client et nous avons le prestataire de solutions numériques qui met tout ça en musique. Oh, je ne sais pas, comme vous voulez. Est-ce qu'on respecte l'ordre de la filière? Non? Allez, ça va être bien comme ça. Voilà, alors j'ai préparé toute une petite série de questions à vous poser, parce que moi ça m'intéresse quand même beaucoup d'entendre ce que vous avez à dire sur toutes ces questions-là. Et ce que je vous propose, c'est que tout simplement, on les prenne dans l'ordre où on les avait évoqués ensemble. Alors, évidemment, la première question, vous avez des micros, hein, n'hésitez pas si vous voulez directement prendre la parole. Déjà, on va peut-être commencer par ça. Comment est-ce que, d'après vous, les uns et les autres, vous voyez que ces plateformes redéfinissent vos modèles économiques et vos chaînes de valeur, et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je ne sais pas, plus spécifiquement peut-être pour Sonepar, en quoi ça vous permet d'être plus efficace et plus pertinent, cette approche de plateforme? Je vais déjà commencer par dire que le Polaroid, c'était des appareils qui permettaient de prendre des photos instantanées. Parce que je ne suis pas sûr qu'on... Ah, c'est redevenu à la mode, en fait. Ils aient tous la ref. Ouais. C'est redevenu à la mode, oui, absolument. Donc la question, c'est la valeur pour la plateforme, hein, c'est ça, Frédéric? Comment ça change votre modèle économique, votre chaîne de valeur, voilà. et en quoi ça vous permet d'être plus efficace et plus efficient? Tout à fait. Donc je vais donner un exemple concret et je laisserai l'audience rebondir. Historiquement, on achète des produits, le grand, on les met dans les entrepôts et à travers des agences ou des commerciaux ou des sites internet, des applications mobiles, on les revend. Et en gros, on revend ce qu'on a en stock. Et d'un coup, le modèle plateforme est arrivé parce qu'effectivement, il nous a permis de commencer à vendre des choses qu'on n'avait pas en stock. À partir du moment où on savait où ils se trouvaient, en quelle quantité et livré à quelle date. Donc en gros, la donnée. Et c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, on peut commencer à revendre des produits qu'on vend déjà, mais qu'on n'a pas forcément besoin de stocker en physique, donc des coûts fixes, voire d'investir des centaines de millions d'euros à s'étendre de par le monde, mais finalement de commencer à organiser des flux digitaux d'un produit qui est quelque part vers sa destination finale, le client, le chantier, le tableau électrique dans votre cuisine. Donc c'est un premier des exemples concrets où on se dit finalement, quand on est limité par sa capacité à investir dans le monde physique, le plus important peut être finalement de savoir où se trouvent les produits et d'organiser sa distribution à travers des flux digitaux. Ça, c'est un peu théorique. La deuxième des choses, c'est qu'on peut se dire aussi que nos clients, en fait, ils ont une Kangoo et c'est leur bureau et il s'agit de remplir le coffre de la Kangoo avec différents produits. Certains sont ceux qu'on a aujourd'hui, mais pas forcément. Ils achètent aussi d'autres produits parce que nos clients ont de plus en plus d'activités. Et donc, effectivement, si on repense un peu à cette équation, on peut se dire que
pour certains cas de figure, je n'ai pas forcément à développer mes infrastructures pour avoir plus de produits, ou je n'ai pas forcément besoin de très bien connaître tous ces fabricants qui sont dans des produits que je ne connais pas très bien. Et on se dit que le modèle de droite, sur le slide qui était très intéressant, il y a peut-être un modèle qui nous permet de remplir le coffre de la Kangoo, tout ce qu'il veut, le one-stop shop, ou finalement d'avoir accès à ce que j'appelle un stock virtuel illimité. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis plus limité par mon infrastructure, mais j'ai un accès illimité à tout ce qu'il y a sur le marché. Et pour moi, c'est ça le plus important dans le mot marketplace. C'est la visibilité à travers la data du marché dans lequel on est. Très bien. Alors, je suppose que ça, du point de vue du client, c'est formidable. Alors, pour nous, FH, c'est un peu différent. Nous, on est une entreprise générale. On a plutôt vocation à acheter les produits et les poser. Alors, moi, je représente effectivement plutôt une direction achat. Il y a une petite erreur sur le slide. Je ne suis pas le directeur achat. C'est Jean-Luc qui vient d'arriver dans la salle et qui pourra en dire un mot s'il faut. Mais pour nous, en tout cas, les places il n'a pas l'air vexé. Il n'a pas l'air vexé. Trop tard. Voilà, S'il n'est pas vexé, c'est essentiel. On en parlera après tous les deux, Jean-Luc. Nous, les plateformes ont permis de créer de la valeur assez tôt. Quand on s'est organisé, en fait, on avait l'enjeu numéro 1, c'était d'arriver à conduire nos politiques achats. Et donc, on a mis en place un outil traditionnel de commande interne qu'on appelle de l'e-procurement, qui nous a permis de mettre cet outil à disposition de tous nos opérationnels et de l'autre côté, de brancher nos fournisseurs, les grands fournisseurs comme Sonepar ou comme Legrand. Et en créant l'offre et la demande, on a effectivement bien capté le marché et on a renforcé notre position plutôt stratégique. Vous avez vu un logo tout à l'heure qui s'appelle Bluon. Ça, c'est un enjeu plutôt nouveau pour nous et on s'est positionné. On a compris que les places de marché allaient aussi révolutionner un peu le rôle de l'acheteur, qui traditionnellement négociait des parts de marché, traditionnellement négociait des tarifs. Et finalement, dans un modèle marketplace comme Amazon, plus personne ne négocie rien. L'offre, la demande se fait mécaniquement. Et quand vous avez une population de 500 acheteurs, c'est de nature quand même à bouleverser un peu votre modèle. Voilà. Alors, on l'a orienté vers finalement une place de marché à vocation environnementale. Ça, c'est le choix de la direction générale. Mais c'est bien ça l'idée, c'est de développer de nouveaux modèles économiques. Très bien. Alors, pour le fournisseur, en quoi c'est intéressant la plateforme ? Alors, pour le fournisseur, ce qui est intéressant, déjà, merci beaucoup, Jérémy, pour le partage de l'exemple. En fait, pour nous, la philosophie de plateforme, c'est une ouverture dans la chaîne de valeur. En fait, on crée une coupure dans la chaîne qui existe, qui marche très très bien, pour créer une blessure, pour pouvoir accueillir un monde extérieur. C'est-à-dire, par exemple, Jérémy a bien mentionné, aujourd'hui, il y a la plateforme qui permet de justement identifier les bons produits qui est disponible quelque part, sans passer forcément par la chaîne complète de distribution de Sonepar, le distribuer aux clients finaux. C'est-à-dire que nous, ça nous exige d'être meilleurs dans la fourniture des informations, dans la fourniture de tout ce qui concerne le supply chain, la disponibilité. À part ça, il y a un exemple qui nous concerne directement. Donc, nous sommes très, très engagés d'un point de vue CSR, donc en termes d'émissions CO2, en termes d'impact environnementaux, pour la production de nos produits. Alors que les produits, on ne le fait pas tout seul. Donc, on a plein d'acquisitions, des aciers, des plastiques, des poids, de les matières pour constituer, par exemple, les appareillages, les stationnements de rechargement, etc. Cela nous exige d'avoir une connaissance complète de l'ensemble des composants qu'on achète. Donc, cette notion de plateforme nous permet aussi d'avoir un échange d'informations efficace avec nos fournisseurs. Donc, par rapport à tout ce qu'on a acquis, quelle était leur émission CO2, quel était leur impact environnementaux, qui nous permet ensuite de calculer, nous-mêmes, pour produire ce qu'on a produit, à pousser chez Sonepar, à pousser chez nos clients, quels étaient les vrais impacts derrière et comment, avec ces informations, on aide à nos clients de réduire leurs propres impacts environnementaux. Oui, la soutenabilité, c'est aussi quelque chose d'important pour Sonepar. Donc, quelque chose en plus sur qu'est-ce que les plateformes apportent en termes de soutenabilité par rapport à la traçabilité qu'on vient d'évoquer ? L'optimisation des flux, l'optimisation du transport, et puis avoir accès, j'aurais dû le mentionner aussi, quand j'ai dit stock virtuel, j'ai aussi envie de dire stock illimité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on revend certaines pages du catalogue des fabricants pour servir au mieux nos clients. Et l'objectif, c'est d'offrir toutes les pages du catalogue.
plutôt qu'avoir à choisir certains. Et en se faisant, effectivement, pousser ces produits qui sont mieux et plus respectueux de l'environnement que d'autres. Et ça fait partie de la raison d'être de Sonepar. D'ici 2028, s'engager à toujours promouvoir une alternative sur chaque devis du client, une alternative qui pousse des produits qui sont plus verts que d'autres. Alors, les plateformes, donc, vous l'avez compris, ça renforce très fortement la largeur et la profondeur de gamme. Alors, donc, la question à Miracle, donc l'expert technologique derrière tout ça, quel effet de levier on a pour changer, faire passer à cette nouvelle étape, en fait, une filière comme celle-là? Comment vous faites pour mettre en place, orchestrer tout ça? Alors, peut-être rappeler que donc, Miracle est éditeur logiciel de plutôt des plateformes bifaces. Et par rapport au logo qui était, Frédéric, sur votre slide, nous sommes plutôt une technologie derrière des plateformes dites transactionnelles. C'est-à-dire que tout ce qui est plateforme d'échange de données, ça va généralement pas être Miracle derrière, mais Miracle est derrière tout ce qui va permettre de digitaliser, pour reprendre le terme de Jérémy, une transaction. Donc pour qu'une transaction ait lieu dans cette relation biface, il y a généralement chez nous un acheteur et un fournisseur qui va vendre et livrer un produit. Et en fait, pour qu'une transaction ait lieu, il faut que quelqu'un présente un produit, généralement avec un prix. Il faut qu'il y ait une commande, il faut qu'il y ait une livraison, il faut qu'il y ait une facture, il faut que les gens soient payés. Donc notre valeur, c'est de pousser une plateforme qui va orchestrer ça. Donc les leviers qu'on va avoir, c'est la digitalisation, mais on y reviendra mais plus dans une logique B2B. Philippe, je crois tout à l'heure, a utilisé le terme d'omnicanal. Donc nous, on va en plus travailler sur comment est-ce que dans cet acheteur B2B, on va le toucher au travers de plusieurs canaux, mais on y reviendra. D'accord. Si on parle justement de cette question de logistique, de chaîne d'approvisionnement, je ne sais pas, tiens, pour Eiffage, donc l'intégration logistique et la chaîne d'approvisionnement, comment ça s'intègre dans vos projets et quelles solutions vous envisagez pour optimiser cette intégration logistique? Nous, on fait appel à des experts. La logistique, c'est pas notre métier et c'est là où le distributeur a toute sa place. On a dans notre place de marché cherché surtout à valoriser les fabricants, puisque c'est une place de marché qui change un peu le mindset, qui vous affiche des produits avec deux données, le prix et le carbone. Et changer un peu votre manière de voir les choses quand vous consommez et essayer de raisonner avec ces deux prismes-là. On ne valorise dans la place de marché que les fabricants qui ont fait l'effort d'une analyse en cycle de vie réel. Donc, je salue Legrand qui est ici et qui a été peut-être un de nos tout premiers fabricants embarqués dans la plateforme Blue One. Mais voilà un peu la logique. L'idée, par contre, derrière, c'est que ça repose quand même sur une logistique efficace. Et nos grands distributeurs, dont Sonepar, sont évidemment des grands logisticiens et gèrent cette partie-là pour nous. Donc l'idée, c'est quand même de trouver une place à chacun, valorisante, mais dans une place de marché assez innovante et disruptive, puisque le mot a été pris tout à l'heure. D'accord. Et du point de vue du fournisseur, donc, est-ce que vous avez vocation à déléguer la logistique et la gestion des stocks à la plateforme ou vous voulez conserver une partie de ces compétences-là? Alors, je dirais que déjà, au sein de notre entreprise, nous avons un mécanisme distribué. Donc, nous avons plusieurs centres de distribution en Europe. Déjà, il y en a plusieurs en Europe, en Asie, aux Amériques du Sud, du Nord. L'idée que nous avons essayé de mettre en place, c'est d'avoir une plateforme qui permet de coordonner justement les stocks de partout. Et puis, comme mentionné tout à l'heure Jérémy, on aimerait bien fournir aussi cette flexibilité de consultation à nos partenaires, notamment les distributeurs, qui leur permet de décider ensuite comment optimiser leur chaîne de distribution, prendre les bons produits aux bons endroits, pour ensuite réduire, toujours dans l'objectif de CSR, l'émission CO2. Ok, mais que je comprenne, ça veut dire que vous voulez continuer à stocker également, avoir vos entrepôts, mais la plateforme, elle sera uniquement une vitrine ou vous envisagez de faire appel à des plateformes qui ont également l'aspect logistique, sans aller forcément jusqu'à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Amazon, mais qui prennent en charge une part significative de la logistique? Pour l'instant, la décision de l'entreprise reste une gestion in-house. In-house, d'accord. Et du point de vue Sonepar, donc la manière dont vous voyez l'évolution de votre plateforme, elle reste place de marché ou elle a vocation à rentrer dans la gestion logistique également? Alors moi, j'attends beaucoup de la chair pour répondre à cette question, Frédéric. Et donc effectivement, c'est un peu le contexte dans lequel va s'inscrire ma réponse. On n'a pas les réponses.
mais on se prépare à tout scénario. Et c'est ça qui est intéressant avec cette chaire, c'est qu'on pourrait se dire finalement plusieurs choses, et elles sont toutes logiques. Mais le modèle qui va créer de la valeur et de l'efficacité pour tout l'environnement, le client il est livré en temps et en heure, et le fabricant a une meilleure anticipation finalement de la capacité dont on a besoin, et puis le distributeur a tout ce qu'il faut et il organise un peu tout ça. Il y a tout à inventer. Ça c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus sur la plateforme. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va finalement, on va pas offrir tous les fabricants à nos clients, mais plutôt certains, et on va le faire vraiment, vraiment bien et toutes les pages du catalogue. Et puis on va le faire nous-mêmes. Ou alors on va se dire à l'opposé, bah, pas du tout en fait. Oui, je vais avoir dans mes stocks les produits dont on a besoin tout de suite. Mais dans les luminaires, on a beaucoup de produits que nos clients nous achètent une fois par an. Et donc, je vais peut-être les laisser là où ils sont. Et puis, dès que j'en ai besoin, peut-être le modèle marketplace, parce qu'il s'agit d'une transaction. Ou alors, je suis peut-être au milieu. C'est effectivement ce designer qui a fait ce luminaire, qui a acheté une fois tous les 10 ans. Je vais peut-être lui proposer finalement le fulfillment comme le fait Amazon. J'ai la capacité. J'ai déjà le transport, j'ai l'entrepôt, j'ai les clients. Et je sais ce que c'est la relation avec un fabricant. Et j'ai même la techno qui me permet de gérer tout ça efficacement et de me faire payer. Donc Frédéric, la question pour moi, c'est à la chaire d'y répondre. Super. Soit je fais tout moi-même et puis le modèle finalement ne s'applique pas, mais j'y crois pas. Soit on fait plus rien du tout, mais nos clients sont de plus en plus exigeants et dans un monde de plus en plus compliqué. Donc j'y crois pas non plus. Mais ma conviction aujourd'hui, elle est au milieu. C'est quoi ce modèle intelligent où entre le fabricant, le distributeur et le client, on doit au mieux organiser la distribution, le stockage pour les petits fabricants, les gros fabricants, les produits que je veux tout de suite dans l'heure à la Amazon ou plus tard. Ça ressemble à quoi? Et je pense que ça, c'est à inventer. Au passage, qu'est-ce que vous pensez? Je pose la question à tous. On a vu l'évolution du modèle économique d'Amazon, qui est quand même assez surprenante. Là. Qu'est-ce que ça vous évoque les uns et les autres, ça? Alors, sur l'aspect de l'augmentation de la part que représente la marketplace, nous, c'est ce qu'on vit au quotidien. Ouais. C'est-à-dire que on a, pour prendre un exemple, on a un client en Angleterre qui s'appelle B&Q, qui fait partie du groupe Kingfisher. Ils se sont rendus compte sur une catégorie qui s'appelait le Home Improvement en bon français. Ils n'avaient que 40 000 références. L'objectif de leur marketplace, c'était de développer cette catégorie. Donc, il y a une logique catégorielle qui est très claire. Et ils se sont retrouvés au bout d'un an avec un facteur multiplicateur assez important. Donc là, ils sont en millions de références sur cette catégorie. Ils ont très largement boosté leurs ventes. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que dans les gens qui viennent acheter ces produits dit marketplace, donc de ce modèle de plateforme, 50% sont des nouveaux clients. Donc 50% sont des clients qu'ils n'avaient pas avant. Donc en fait, on va du coup rentrer dans l'effet de réseau puisqu'ils se disent il y a des choses qu'on va pouvoir leur proposer. Et on constate dans leurs chiffres que sur cette population de nouveaux clients marketplace, il y en a 10% qui achètent les produits qu'ils possèdent en propre. Donc on rentre, on retrouve un petit peu cet effet. Les connaisseurs d'Amazon connaissent ce schéma de la flywheel de Jeff Bezos. Donc on voit et on vérifie ce phénomène de la flywheel au quotidien avec les différentes parties s'entraînent les unes les autres. Exactement. Voilà, ouais. Ok. Non, pas d'autres commentaires pour les autres, non? Ouais. Nous, Amazon, on a vu l'émergence d'Amazon, Amazon Business. On a vu quelques grands donneurs d'ordre comme nous, typiquement, adhérer à ça. Pour l'instant, on n'en a pas fait le choix. Mais on voit quand même que dans le B2B, c'est encore... c'est pas une évidence, les places de marché, loin de là. On n'a pas trouvé de clients qui font vraiment référence dans ce domaine, en tout cas pour trouver le modèle économique et la viabilité qui va avec. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on se sert du modèle marketplace pour conduire un changement qui n'est pas économique. C'est surtout un accélérateur assez fort, finalement, d'une démarche environnementale. On veut que tout l'écosystème évolue, donc celui de nos fabricants. Et puis, puisque ça sert pour nous, ça servira certainement pour nos
notre écosystème aval, donc nos sous-traitants. Et l'idée, c'est ça. On s'en sert comme un accélérateur et on donne une aura beaucoup plus forte à notre action. Peut-être un complément, Frédéric, parce qu'on parle beaucoup de produits. Et la question, elle est Amazon, produits. Moi, je veux parler de services. Ouais. Et encore une fois, ouvrir la chaire à l'écosystème pour mieux servir les besoins des clients. Et il y a des produits et il y a beaucoup de services. Des services de financement, des services d'assurance, des services de leasing, des services de coupe de câbles, etc. Donc, il y a tout un tas d'expertise qui vient enrichir le produit et représenter la solution complète. Vous l'avez présenté. Si je prends l'exemple de Sonepar, distributeur de matières électriques, de solutions et de services associés. Et la marketplace, c'est aussi un moyen, finalement, d'offrir tous les services dont ont besoin nos clients, sans forcément, peut-être dans un premier temps, en avoir l'expertise, ou peut-être même avoir besoin d'investir dans cette expertise, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Si ça marche et qu'on devient gros, effectivement, économiquement, ça fait peut-être du sens de se dire, bon, ben, c'est quelque chose que je veux faire moi-même, ou d'ailleurs, je vais être meilleur que les autres, me différencier. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de produits, et moi, je veux aussi que cette chaire se dise, mais non, c'est la solution complète, finalement, qu'il faut fournir. Et ce modèle de plateforme est aussi un des moyens d'avoir accès, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement à un stock virtuel illimité, toutes les pages du catalogue, que je les ai ou que je ne les ai pas, mais tous les services associés, donc l'expertise humaine dont le client a besoin. Et ça se trouve dans un monde virtuel où chaque personne de Facebook est partout dans le monde. Ça se trouve partout dans le monde. C'est qu'effectivement, avoir accès à un service illimité, ça veut dire où que soit cette personne finalement sur le territoire. Donc j'aimerais ouvrir les esprits à tout ça, effectivement, cette expertise. Je n'ai pas besoin de l'avoir dans mes locaux. Elle est peut-être déjà quelque part, mais j'en ai besoin pour cette solution. Vous pourriez aller jusqu'à proposer des experts comptables à certains clients ou des choses comme ça un jour. Ça se fait sûrement déjà. Ouais. Peut-être juste un complément par rapport à ce que Jérémy vient de mentionner, par rapport à service. Donc il y a service physique, donc on coupe un câble, un service de compta, et il y a aussi les services par rapport à expérience utilisateur. Donc il y a quelques années, Legrand a lancé une initiative qui s'appelle Work with Legrand. Donc pour tous nos produits connectés, maisons connectées, on a lancé une plateforme qui permet aux gens, que ce soit les utilisateurs ou les développeurs tiers, de venir explorer les produits connectés de Legrand et développer leurs propres applications qui sont ensuite installables pour les clients, enfin les utilisateurs finaux de produits Legrand. Donc dans une démarche d'innovation ouverte, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors tiens, justement, donc la mise en place de ces plateformes, ça provoque une quantité de données absolument considérable. J'ai bien compris que Miracle était transactionnel, mais ces données, elles existent. Donc c'est un gisement intéressant quand même, ces données. Donc qu'est-ce qui va être possible de faire avec toutes ces données? Évidemment, il faudra de l'intelligence artificielle pour les traiter parce qu'elles sont gigantesques, mais qu'est-ce qui est envisageable par rapport à ça? Alors, tout à l'heure, on a utilisé le terme de flux. Donc, on a parlé des différents flux. Le premier flux sur lequel on voit une utilisation demandée par nos clients, mais sur lequel on a déjà lancé des offres et des produits, c'est la gestion du catalogue. Dans la gestion du catalogue, on a une massification assez importante des formats et de la donnée, sur lequel on voit que pour nos clients qui sont les intermédiaires, mais aussi pour ceux qui proposent, donc ce qu'on appelle nous des vendeurs, il y a la possibilité de faire deux choses. D'abord, la massification des données permet une anonymisation des données. Ce qui est le point de départ de pouvoir commencer à dire je vais aller chercher de l'IA pour faire d'abord de la recommandation. C'est-à-dire, Jérémy prenait beaucoup l'exemple de Luminaire. Si je suis un vendeur, que j'arrive et que mon catalogue produit a référencé un produit comme étant dans une catégorie dit Hublot, mais que dans la plateforme où ce produit va être présenté, il faut plutôt le présenter dans la catégorie suspension. C'est un moteur d'IA qui va faire cette recommandation et qui va faire ce que nous on appelle un mapping de façon automatique. Donc on va aller chercher de l'automatisation et c'est ce qu'on a commencé déjà à faire sur le flux du catalogue produit. Ce qu'on va ensuite pouvoir proposer aux vendeurs dans un deuxième temps, c'est plutôt
de la créativité au travers de l'IA générative, qui est un sujet plus particulier où on va pouvoir décliner des catalogues dans différentes langues, mais tout en proposant aux vendeurs le mot final sur la validation de ce contenu, puisqu'il en reste propriétaire. Et pour ce faire, on va aller utiliser les données qui ont été massifiées sur cette plateforme. Donc voilà, concrètement, un premier investissement, un premier lancement qu'on a fait. On voit bien qu'il y a d'autres flux qui sont complètement digitalisés. On va être un des pays qui, dans les années qui viennent, vont... c'est un sujet sur lequel on a travaillé beaucoup avec Julien, qui va être la digitalisation de la facture. Une fois que la facture... Éternellement reportée quand même. Éternellement reportée, mais à un moment, on va y aller. La facture devenant digitalisée, l'automatisation qui va être rendue possible sur ce flux va devenir quand même assez important. Donc voilà les prochains chantiers qui nous attendent avec de l'IA. Alors là, on a un acteur spécialisé du numérique, mais l'image que peuvent avoir des gens dans la salle de vos métiers, à vous, c'est plutôt physique en fait. Hein. Donc, pour qu'on se rende compte, c'est quoi aujourd'hui l'usage que vous avez de technologies type intelligence artificielle, Internet des objets, etc. Enfin, en quoi c'est rentré dans votre quotidien ? Ok, je vais peut-être commencer à donner quelques exemples aussi pour rebondir à la question précédente et le slide qui a été fait sur l'AI spécialisé, qui est le choix de ce départ aujourd'hui. C'est vous qui allez réaliser le rêve de Sam Altman. Absolument. D'accord. Alors, comme on est 40 000, je vous laisse imaginer la... Oui, mais il y aura besoin de 100 fois moins de managers. Nvidia n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Mais on a décidé de la mettre au bon endroit. Et je rebondis aussi sur le titre de la stratégie de plateforme, d'un marketplace. Comme je dis, le mot pour moi était important, c'est comme j'ai accès à de la donnée, de ce que j'ai en stock ou de ce que je n'ai pas en stock, j'ai accès finalement à la donnée du marché. Donc la data, elle est déjà au premier niveau extrêmement importante parce qu'effectivement, ceux qui mettent en place dans le B2B ces nouveaux modèles de plateforme, assez rapidement vont avoir la visibilité de ce qu'il y a sur le marché. De ce qu'ils ont décidé de revendre. Nous, le matériel électrique, mais d'autres, ça peut être d'autres produits. La deuxième des choses par rapport à l'intelligence artificielle et la data, qui était un peu votre question, c'est qu'il s'agit non seulement, si vous faites de la photo, je vais vous prendre une image. Ce que je viens de décrire, c'est le grand angle. Le grand angle, je veux connaître tout le marché, je suis un modèle de plateforme. Voilà, j'ai déjà expliqué. Et en même temps, il faut que je fasse l'autofocus. C'est-à-dire qu'il va falloir que je sois extrêmement précis sur l'offre qui correspond exactement aux besoins du client. Il s'agit de refaire la cuisine pour demain à moins de 5 000 € avec les 150 produits, que ce soit le câble, le disjoncteur, le panneau ou je ne sais quoi. Et donc, il faut d'un côté voir extrêmement large, une quantité de données phénoménale et très dynamique, ça change tout le temps. Et d'un autre côté, être extrêmement précis, avec des analyses qui correspondent exactement aux spécificités du client, qu'elles soient techniques, ou qu'elles soient de délai, ou qu'elles soient de quantité, ou je ne sais quoi. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui est finalement une bénédiction parce qu'elle permet de traiter cette complexité et cette spécificité dont on a besoin. Parce qu'effectivement, si un 2 ampères, ça ne fait pas le job, le 4, il le fait, et ça, je vais le mettre dans le panier. Et donc, il y a tout cet aspect très technique que le cerveau humain ne peut pas gérer, avec finalement une information extrêmement large de où tout ça, ça se trouve et quand est-ce que ça peut être expédié. Donc c'est une ouverture d'esprit, l'IA, mais il faut la mettre au bon endroit. Et la data, c'est finalement ce qui crée énormément de valeur dans les entreprises, comme le disait Sam Altman. Et donc ça explique un métier dans lequel, au départ, vous aviez des boutiques quand même, voilà, un réseau d'agences. Toujours, bien sûr. Vous avez toujours, bien mais sûr. Maintenant vous recrutez des experts en IA et des experts en data. Oui, en plus. En plus. Oui, tout à fait. Et on la met au bon endroit, l'intelligence et la data, dans l'offre compétitive, dans la solution technique. La télésurveillance à moins de 5 000 € livrée demain, ça ressemble à quoi et tous les différents critères qui sont importants pour nos clients, à commencer par le CO2. Je veux une solution qui génère moins de CO2 quand elle est utilisée qu'une autre. Et donc l'être humain aujourd'hui, pour proposer dans un champ infini l'offre qui tue, comme on dit chez les 2002, il s'agit effectivement d'avoir une intelligence qui doit gérer des dizaines et des dizaines de contraintes, mais à chaque requête. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les meilleures des plateformes. C'est cette complexité finalement délivrée selon vos besoins, mais pas n'importe quelle solution, et c'est mon mot de la fin, mais celle qui atterrit dans le panier et sur laquelle vous cliquez. Et ça, c'est encore autre chose.
Ok, peut-être même question donc aux fournisseurs et aux clients. Donc, en quoi est-ce que le numérique est partout maintenant dans votre métier, quoi? Sur l'IA, en tout cas, on démarre modestement. C'est pas notre cœur de métier. Puis nous, on le voit par le prisme de notre organisation achat, et on s'est posé la question de simplement qu'est-ce que l'IA peut apporter à un acheteur de métier. Et finalement, on a pris le début du processus, on a été jusqu'à la fin, et on s'est rendu compte qu'il y avait de la valeur ajoutée sur 100% des étapes. Donc, soit le sourcing du fournisseur, la rédaction d'un appel d'offres, l'analyse automatisée des offres d'un fournisseur, la rédaction du contrat, son contrôle, le catalogue, le CO2, tout. De bout en bout, en fait, il y a une valeur ajoutée. On vient d'avoir depuis quelques mois notre environnement, notre plateforme à nous, une plateforme Google, donc, qui nous garantit une infrastructure, on va dire, sécurisée. Tout ce qu'on met dedans ne part pas sur le web. Je pense que ça aura une puissance phénoménale quand ce sera branché sur toutes nos données internes. Voilà, on a énormément de données transactionnelles, on a de l'historique, on a créé beaucoup d'informations par rapport à la gestion du risque, par rapport à décarbonation. Toutes ces informations existent et il est clair aujourd'hui que l'acheteur sait assez mal l'exploiter. On a développé, comme toutes les entreprises, des outils de BI qui permettent de croiser telle info avec telle info. La réalité, c'est que c'est assez peu utilisé ou assez mal utilisé. Je pense que l'IA apportera beaucoup très vite. Voilà. On a quelques cas, là, l'analyse automatisée des offres, vous demandez par une simple requête, vous poussez les documents que vous avez reçus, ils font 120 pages chacun. Bon, l'IA, en 2 minutes, elle vous a sorti déjà une première analyse hyper pertinente et que vous pouvez affiner en mode conversationnel. Donc, il y aura beaucoup de valeur ajoutée à ça. Très bien, oui. Alors, peut-être que vous avez dit que nous sommes physiques, alors qu'on essaie quand même de livrer une expérience. Donc, au-delà de la qualité de produit, il y a aussi tout ce qui sont autour. Par exemple, la description d'un produit. Donc, avec tous les produits qu'on donne, d'appareillage, stations de rechargement, les produits dans data center, les maisons connectées, il faudrait qu'on décrit le bon caractéristique de ces produits, à quoi ça sert, comment est-ce que ça s'installe dans un environnement pour nos clients. Et en plus, pour alimenter la machine de Jérémy, pour pouvoir constituer ce panier parfait pour le client, il faudrait toutes ces informations essentielles soient créées, soient générées. Alors que nous avons à peu près 400 000 références dans notre catalogue immense, avec 50 langages différents. Donc manuellement ou humainement, c'est juste impossible d'avoir toutes ces données-là. Donc c'est là où on a un cas d'usage presque parfait pour IA générative, donc qui nous permet de justement compléter les données, les informations concernant nos produits et le mettre dans les différents langages, dans les différents contextes, pour les différentes plateformes, que ce soit Sonepar ou d'autres marketplaces. Et ensuite, vous avez dit que nous sommes physiques, mais pas que. Nous travaillons également sur les solutions. Par exemple, nous avons une solution de gestion énergétique des bâtiments. Donc, pour un facility manager, donc devant son écran, il voit la consommation d'énergétique de chaque salle de son bâtiment et il voit des moyens pour optimiser la consommation, l'utilisation de différents étages. Et avec Generative IA, on peut proposer des scénarios dynamiques en disant que étage 2, vous avez juste 2 personnes. Il n'y a qu'à discuter avec ces 2 personnes pour qu'ils se déplacent vers étage 3, étage 1, et ensuite fermer l'étage. Comme ça, on réduit 20% de consommation pour la soirée. Exemple. Très bien. Alors, si on pousse le cran d'après, effectivement, c'est l'apparition d'acteurs purement numériques. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans votre métier ou pas? Est-ce que ça vous paraît vraisemblable qu'un acteur purement numérique commence à jouer un rôle significatif dans votre filière en tant que plateforme? Je sais pas qui. Alors, moi, Frédéric, j'ai la même slide que vous, mais pas industrie B2B. D'accord. C'est-à-dire pharmacie, matériel électrique, agriculture, etc. Et dans chacune des industries, il y a un acteur, un pure player comme on les appelle, et quelqu'un qui a voulu changer, parce que pour reprendre l'expression de Jérémy, les 2002 arrivent dans toutes les sociétés consommatrices et du coup, ils s'attendent à un comportement d'achat qui est différent. Et ces entreprises ont plutôt travaillé, ou ces plateformes ont plutôt travaillé un certain comportement d'achat, un usage qu'on va retrouver ensuite dans des sociétés plus intégrées. Donc, je dirais que c'est aujourd'hui une réalité, c'est une réalité par industrie. Après,
elles ne réussissent pas tous de la même façon. Les structures de marché de chaque industrie étant différentes, les barrières à l'entrée étant différentes, les succès se discutent, mais en tout cas, il y en a. Alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait lancer un pure player dans la distribution de produits et services électriques ? De ne pas le faire. Alors, on n'a pas de conseil, mais par contre, et généralement, nos clients sont plutôt des sociétés établies, mais par contre, on a quelques pure players, et du coup, le conseil, c'est un petit peu ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le grand angle. C'est à un moment, le passage à l'échelle nécessite quand même une certaine expertise technologique qui n'est pas forcément donnée à n'importe quel pure player digital qui va arriver le premier jour. Je crois que je suis concerné par la question. Un peu. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait vous. Eiffage un peu moins, je pense, ouais. mais le grand un peu moins aussi. Ouais. Des pure players en matière électrique, c'est compliqué. Ok, je pense que si la chaire fait très bien son travail, ça peut être effectivement une question intéressante. Si je prends l'exemple extrême de la plateforme, je suis pure player, les Américains disent asset light, parce qu'ils détestent ce qu'il y avait sur le côté gauche. Donc, voilà, je n'ai pas de CAPEX, je suis asset light. Je suis que du digital, j'ai que la plateforme. Donc, je n'ai pas d'entrepôt. Ok, donc je n'ai pas d'agence, je n'ai pas de commerciaux, je déteste ça. J'ai que de la plateforme digitale, j'ai accès à la donnée et c'est ça que j'organise, d'accord ? Donc, si je prends cet exemple-là, et je pense à nos clients, parce que votre question elle est spécifique dans notre industrie, mais encore une fois, la chaire, elle est plus large que ça. Elle est dans un monde B2B. Et dans le B2B, il y a des choses qui sont assez importantes. Et il y a un mot qui revient souvent, et c'est le mot productivité. Alors, si je vous prends l'exemple de l'électricien, ça veut dire quoi ? S'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà refait un appartement, alors je ne m'adresse pas à ceux qui sont au fond de la salle, ça viendra, mais plutôt à ceux qui sont devant et qui connaissent déjà l'histoire, je m'en excuse. Quand l'électricien vient chez vous, il se peut qu'il ne vienne pas tout seul et qu'il vienne à plusieurs. Il se peut qu'il a prévu de venir le lundi à 9h et à midi, c'est plié. Et il a prévu sa marge sur ce chantier-là de cette manière-là. S'il y a des produits qui manquent, que son collègue devait mettre en place, le collègue va devoir soit aller les chercher, mais il revient vite, parce qu'à midi, ça doit être plié. Sinon, vous n'allez pas être très content, parce que le soir même, la cuisine, elle ne marche pas. Soit il doit revenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, l'électricien, le chantier, c'est de la productivité. Et si aujourd'hui, vous avez un pure player qui vous garantit la commande complète à 9h du matin, le lundi sur le chantier, et il ne manque rien, à ce moment-là, je dirais effectivement que c'est une opportunité d'avoir des nouveaux entrants dans cette industrie. En même temps, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il sait pousser parfaitement quels sont les produits qui vont ensemble, quelles sont les compatibilités, les produits équivalents, les produits de substitution et tout le bazar qui est dans notre industrie. On va me dire, avec les AI, Sam Altman, ok, c'est peut-être un peu possible demain. Ça veut dire qu'effectivement, les acteurs logistiques sont parfaitement fiables, mais tous, mais pas juste le lundi à 9h, sur chaque commande, sur chaque jour et sur chaque client. Là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, je reviens sur mon hypothèse de base, je suis asset light, je n'ai pas d'entrepôt, j'ai rien. Donc, je vais aller piocher chez mon collègue, je vais aller piocher chez les autres. D'ailleurs, je ne vais même pas aller piocher, je vais leur dire de se synchroniser les uns les autres et de se mettre d'accord pour qu'à 9h du matin, il y ait tout sur le chantier. On peut imaginer un monde où, effectivement, grâce à cette chaire et Sam Altman, effectivement, l'intelligence artificielle soit allée jusqu'à synchroniser toutes les capacités de production, les capacités de transport, de stockage, de transport, etc., pour synchroniser tout ça. C'est possible, je ne vais pas être arrogant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte pour les clients dans le B2B, c'est surtout la fiabilité, parce que c'est la productivité qu'il y a derrière. Ce n'est pas toujours la rapidité à l'Amazon, je veux tout dans 1 heure. Ce n'est pas forcément vrai. Par contre, quand je le veux de manière certaine, complète et au bon moment. Et ça demande effectivement tout un tas d'expertise, tout un tas de services, tout un tas de synchronisation de différents acteurs. Et je pense formellement que les pure players aujourd'hui, quand bien même ils ont un aspect de la chaîne de valeur, comptent aussi beaucoup sur le reste. Et pour moi, c'est l'objet de cette chaire,
c'est tous les acteurs qui vont devoir travailler ensemble avec la technologie, avec l'AI et la Gen AI, comme peut-être une opportunité d'être beaucoup plus efficace. Quand on y arrivera, je me reposerai la question. Peut-être un dernier mot, je rebondis juste sur ce que dit Jérémy. Il y a un autre mot, si la recherche se concentre sur des plateformes B2B, il y a une particularité qui est l'omnicanalité. C'est-à-dire que j'y venais justement, nos partenaires conseils mesurent tous les ans le comportement des acheteurs B2B. Et il y a une règle qui ne change pas, c'est la règle des 3 tiers. C'est-à-dire d'année en année, il y a un tiers des acheteurs qui préfèrent acheter dans une interaction physique, c'est-à-dire en boutique, quoi. Ouais. En boutique ou par visite d'un commercial. On a un tiers qui préfère une interaction à distance, c'est-à-dire j'ai appelé, ou j'ai échangé par mail, ou j'ai passé ma commande par mail. Et on a un tiers qui achète sur un canal digital sur lequel il a trouvé les infos et ça lui a suffi, il a réussi ce qu'on appelle en anglais le self-serve, c'est-à-dire que la plateforme digitale est tellement bien faite, j'ai réussi. Et cette règle, elle a l'air de ne pas trop bouger. Cette règle de 3 tiers, elle bouge que très peu. Donc je pense que c'est quand même une particularité. Et ce n'est pas une question de génération ? Alors, les 2002, on continue on les appellera les 2005 et les 2010, mais pour le moment, la règle des 3 tiers, elle ne bouge pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un sujet de complexité. Ce que Vincent, ce que Jérémy vont se mettre à vendre, il va toujours rester à un certain niveau de complexité où le conseil va continuer à jouer. Oui, Jérémy, dans ce que vous disiez, moi je voyais une plaidoirie pour l'omnicanalité, évidemment. Je voyais une plaidoirie pour l'omnicanalité, c'est-à-dire de dire que... Sans prononcer le mot, absolument. Ah oui, c'est-à-dire que ce supposé intervenant numérique, il n'y arrivera pas parce que de toute façon, il n'a pas la capillarité que vous avez avec vos magasins. Le pure player cherche le leverage à son extrême. Et à partir du moment où les clients demandent cette omnicanalité, on ne leur impose pas, ils la demandent. On le voit bien, ils la cherchent, ils la veulent. Ils veulent de l'interaction, ils veulent du conseil, du service. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est aujourd'hui scalable. Et les pure players veulent le coût de transaction que vous avez parlé proche de zéro. Ils veulent le features digital qui a été développé, utilisé des milliards de fois. Mais le service, la solution, l'expertise, c'est pas encore aujourd'hui quelque chose que l'AI peut remplacer. On est dans un métier qui est assez dangereux, il faut avoir un diplôme. Mais peut-être dans d'autres domaines, ça peut s'appliquer où l'AI fait le job d'un être humain. Mais aujourd'hui, nos clients demandent cette omnicanalité. Et si j'étais plus player, j'aimerais pas, parce qu'effectivement, à partir du moment où on parle d'autre chose que digital, c'est pas scalable. Donc je vais devoir continuer à investir encore plus là-dessus. Après, je veux pas perdre tout le monde, mais ce sera l'objet de la recherche. Je suppose que le client confirme. Ouais, je confirme parfaitement tout ce que disait Jérémy autour du service, autour de la fiabilité, autour du flux. Je pense que nous, on doit faire de la confiance, mais on doit faire, je sais pas, genre 50 000 commandes par an, rien qu'à Sonépar. Je regardais les chiffres pour avoir cette idée-là. Bon, je n'ai pas de boule de cristal, et peut-être qu'il y a un des purs acteurs qui existeront et qui trouveront leur place. Je pense que nous, on est fondamentalement des entrepreneurs. Alors tout à l'heure, il y avait la slide avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors on ne l'a pas construite, c'est vrai, mais on l'a rénovée par contre. Vous l'avez reconstruite. Reconstruite, en partie. On est des entrepreneurs et quoi qu'il en soit, nous, on a quand même besoin de construire avec nos partenaires. Et très souvent, on est confronté à des projets d'envergure, à des problématiques nouvelles, et on se base beaucoup sur la relation qu'on construit année après année pour aller chercher de l'innovation chez les fournisseurs. Donc à qui je parlerais si je m'adressais à un pur acteur digital, avec qui je vais construire mon EPR de 10 milliards pour 10 ans à Panly. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais on croit quand même beaucoup à ça, parce que c'est vous, finalement, quand on est le meilleur client, qui nous réservez les innovations. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr que ça passe par un pur acteur digital. Il y avait, si je me permets rapidement, il y avait 2 choses intéressantes dans les slides. Il y avait sur les avis à Amazon, on donne des avis. Pareil, nous, on est noté à chaque fois qu'on prend un Uber. Alors moi, j'ai demandé la note que j'avais. Il n'y en a aucun qui me l'a dit. Mais j'aimerais savoir si je suis un bon client. S'ils arrivent vite quand vous en commandez un. Comment ? S'ils arrivent vite quand vous en commandez un, c'est que j'ai une bonne note. Alors c'est vrai que l'autre jour, il a mis un peu de temps, mais je vais m'arranger. Et donc la première des choses, c'est que à partir du moment où on parle de plateforme dans le B2B, on parle de professionnels, et la confiance se base beaucoup sur l'expertise et souvent sur l'historique. Pas sur une transaction en particulier. C'est une relation qui s'inscrit dans la durée. Et cette confiance-là, c'est comme ça qu'on la gagne. D'autant plus qu'on parle à des spécialistes, c'est un métier. On parle pas. Vous parliez d'Amazon. Amazon n'est pas le spécialiste du matériel électrique, c'est pas vrai.
Et la deuxième des choses, c'est qu'on est, ça c'est pour eux, mais on est aussi dans des domaines qui évoluent énormément. Tu parlais chez Legrand de maisons connectées, vous avez Smart Home, Smart Industry, Smart je ne sais quoi. Et donc effectivement, dans la transaction du produit que l'on connaît, c'est facile, j'ai pas besoin de rencontrer celui qui me le vend à partir du moment où il est bien noté. Mais dans des portefeuilles de produits qui deviennent de plus en plus compliqués, connectés, des lignes de commande, avant j'en avais peut-être une dizaine sur tel chantier, maintenant j'en ai une centaine. Et puis ça n'arrête pas de changer parce qu'il y a l'innovation chez Legrand et chez les autres. C'est cette complexité-là, elle doit être gérée. Et c'est vrai que on peut rajouter des notes, mais on est dans un métier où la confiance s'installe et où les portefeuilles produits se complexifient. Et donc toute l'intelligence, elle est plutôt là. Merci. Alors, dernier thème qu'il faut qu'on aborde, il faut absolument qu'on l'aborde, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que pour faire référence à la citation de Keynes tout à l'heure, voilà, il y a des idées qui existent, il y a des pratiques qui existent, il y a des expériences qui existent, il y a des compétences qui existent. Or là, vous êtes dans une transformation numérique. Et donc, comment on accompagne les équipes et les organisations pour se transformer lorsqu'il s'agit de devenir un acteur qui sera en partie numérique? Je vais répondre rapidement parce qu'il y a aussi l'heure qui tourne, hein, on me le rappelle. Mais c'est la première des choses, c'est faire des chaires et attirer les étudiants à l'ESCP. Ça, c'est très important. Deuxième des choses, beaucoup de ces métiers-là existent dans le B2C depuis très longtemps. Ils les ont inventés. Tous ces mots-là viennent de la Silicon Valley. On les comprend à peine dans certaines industries. Donc, ça existe. Il faut les attirer. Il y a des écoles aussi qui se créent. Et en France aussi, il faut le souligner, hein, que ce soit des écoles de la data ou des écoles d'intelligence artificielle. En plus des écoles 42, etc., qui existent déjà. Donc ce sont des job titles, comme on dit, qui existent déjà. Ce sont des compétences qui existent déjà. Il faut les attirer ici et leur offrir un champ illimité, qui est celui de notre industrie, pour développer les choses de demain. Alors, en termes d'approche, je pense que ça doit être une approche centrique humain. Donc déjà humain externe par rapport à nos clients. Donc comment une entreprise fabricant pourrait fournir la meilleure expérience pour nos clients. Nos clients, c'est-à-dire les distributeurs, les installateurs et aussi les clients finaux. Et ensuite, il faudrait aussi cultiver les équipes en interne. Comment est-ce qu'on peut avoir cette conscience et cette compétence, cette confiance de pouvoir mobiliser une plateforme pour livrer de manière plus efficace, avec plus d'efficacité et toucher plus aux clients. Nous, alors, si je prends l'expérience de Miracle, Miracle a à peu près 450 clients à travers le monde. Peut-être partager deux choses. D'abord, les projets de transformation. Ces projets de plateforme sont des projets de transformation. La première chose qu'on peut dire, c'est que les projets qui ont plutôt réussi sont des projets où il y avait une direction très claire qui venait de tout en haut. Ça ne change jamais. Et on a une deuxième règle sur plutôt les projets qui n'ont pas marché, c'est-à-dire que comme c'est un modèle de distribution différent, il est apparu dans certaines organisations que si on mettait une filiale à part, avec des gens à part, qui potentiellement font une marque à part pour déployer ce modèle, ça serait une bonne idée. La vérité, c'est qu'aucun n'a fonctionné jusqu'aujourd'hui, donc c'est une règle qui se répète à chaque fois. Donc il ne faut pas hésiter à transformer. Donc John Maynard Keynes avait bien raison, c'est pas simple, mais je pense que la vérité est quand même là. Ok. Dernier commentaire peut-être, non? Totalement d'accord. Nous, on a fait le choix effectivement de porter ça auprès de notre direction générale qui a été assez fan et qui s'est engagée pleinement là-dedans. Donc d'une initiative un peu locale, d'un service, d'une direction achat, en fait c'est en train de devenir un projet d'entreprise. Et le plus grand ambassadeur, c'est le PDG du groupe Eiffage. Il en parle partout, il a fait le premier post sur LinkedIn. Donc on acculture toute notre organisation Eiffage autour de Blue One et on a associé tous nos acheteurs, on a 500 acheteurs qui du coup deviennent des membres actifs clairement de Blue One. À eux d'aller chercher des fournisseurs, d'y mettre des nouveaux catalogues, de favoriser l'utilisation par l'interne et l'externe. Voilà. Mais c'est le seul moyen, effectivement, pour donner du poids à la démarche. Très bien. Bah, écoutez, on a appris beaucoup de choses, mais on a encore un tout petit peu de temps pour quelques questions, s'il y a des questions dans la salle. Oui, deux questions, je vois. Donc, il y avait monsieur et madame derrière.
Madame, voilà. Allez-y, madame. Là-bas derrière, là-bas. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Donc Camille Grenier pour Bearing Point. Alors moi, je suis très contente de voir un peu toute cette énergie autour du B2B se lancer. Parce que voilà, c'est quand même des questions qui aujourd'hui sont beaucoup traitées plutôt par le B2C. Et donc voilà, je suis très heureuse de voir l'intérêt qui est porté à ça. Une question qui n'a pas été pour moi vue aujourd'hui, c'est toutes les questions autour de la réparabilité du SAV. On a parlé des services et du coup, j'aurais bien aimé vous entendre sur ce sujet. Je vais en parler très rapidement et je vois le responsable de Sonépar France ici qui est dans la salle, hein, Léopold. La circularité, la réparabilité, la durabilité, l'impact carbone des clients, la classification selon les critères environnementaux. Ça tombe dans les départements de la transformation et c'est exécuté tous les jours, en tout cas dans les agences Sonépar France, et que ce soit du câble avec certains de nos prestataires ou d'autres produits dans la basse tension. Donc absolument, donc, quand on parlait de place de marché, c'était aussi l'idée de se dire ce qu'on fait déjà, pousser des produits qui sont plus réparables, qui sont plus durables, qui consomment moins de CO2, etc. Et puis de pouvoir en offrir toujours plus, peut-être avec le modèle de plateforme. Mais c'est une réalité, Léopold, tu confirmes, que l'on a à travers le monde. Oui, oui, c'est un sujet très important et la plateforme peut être un accélérateur par rapport à ça. Et moi, je peux partager un point qui est sur l'ensemble des industries B2B, notre réseau de fournisseurs, ceux qui connaissent le plus grand nombre de succès au sens d'intérêt aujourd'hui, c'est ceux qui ont travaillé la circularité. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de l'automobile, tous les vendeurs qui sont spécialisés sur la pièce de rechange qui ont été récupérés de casse. Donc il y a toute une chaîne qui s'est organisée et qui vient reproposer ces produits maintenant sur des plateformes en ligne. C'est une réalité aujourd'hui dans toutes les industries où on est. Il n'y a pas une industrie où la circularité n'est pas une catégorie à part. Donc après le Amazon du bâtiment, le Vinted du bâtiment. Oui, mais il n'y aura pas forcément de plateforme qui ne fait que ça. Bien sûr. Il y a une question de monsieur, je crois. Bonjour, je suis Pascal Stutzmann. Donc, moi, j'ai travaillé dans l'industrie chimique et là, actuellement, donc, je suis enseignant. En fait, j'enseigne donc la stratégie, y compris digitale. Donc, je suis un super fan de monsieur Fréry, d'ailleurs. Très grand fan. Merci. Et en fait, ma question, c'est au niveau des systèmes, parce que souvent, dans ce genre de choses, c'est vraiment au niveau de l'application et la mise en œuvre, j'allais dire presque un peu pratique sur le terrain. Et une grosse question que je me posais, c'est comment vous arrivez à vous accorder entre tous les systèmes d'information, par exemple fournisseurs, enfin dans toute la chaîne, parce que bon, il y a le côté distribution, mais il y a aussi le côté système d'information, partage d'informations, confidentialité des informations. Donc, si par exemple Legrand a son catalogue, est-ce qu'il vous le donne comme ça, ou est-ce qu'il y a, enfin, il y a quand même des sécurités aussi. Donc, je pense que dans la mise en œuvre, ça doit être relativement complexe. Je confirme, je vais te laisser répondre. Et je confirme, sachant qu'il y a une partie de l'équipe digitale ici qui soit architecte, data, contenu, informatique, infrastructure, application, réseau. Donc il y a tous les différents intervenants ici qui travaillent avec les équipes du fabricant, mais aussi du client. Donc c'est tous ces différents profils sur toutes ces différentes technos qu'il faut harmoniser d'une manière ou d'une autre. Mais je laisserai les experts répondre tout à l'heure à cette question. Ce que ça veut dire, c'est que c'est compliqué, ça demande des ressources. Faut qu'on se mette d'accord, faut qu'on s'aligne. Mais tout ce beau monde doit bien se moderniser pour que ça fonctionne. Et en quelle échéance de temps vous avez pour arriver à mettre ça en place? Parce qu'effectivement, dans le digital, si on regarde mon B2C, c'est assez avancé. Mais sur B2B, en fait, il y a aussi des sociétés, genre, pour moi, il y avait General Electric qui essaie de faire un système commun ou d'accorder un certain nombre de choses avec Predix et ne sont pas vraiment arrivés. Donc, en fait, quelle est l'échéance de temps que vous donnez? Le plus tôt possible. Je vais laisser répondre FH sur la question aussi. Je me dois d'être honnête. C'est une galère. C'est quand même très compliqué. Hein, vraiment. Surtout qu'on a des ressources informatiques limitées. Ce n'est pas notre cœur de métier au sein de la direction achat. Dans une première phase, on a été plutôt malin et agile. Et on a surfé sur ce qu'on appelle des punch-out. C'était les liaisons directes entre le site marchand, par exemple, de Sonépar et notre système à nous. Je clique, j'arrive dans mon environnement chez Sonépar avec mes tarifs Eiffage.
je fais mon panier, et puis je le rapatrie dans mon système et je passe la commande dans mon système. Ça a eu un effet waouh très fort qu'on a réussi à développer très vite. Finalement, on a développé ça avec beaucoup de nos fournisseurs et ça a beaucoup favorisé le développement de nos outils et l'appropriation de nos outils. Là, sur le modèle marketplace, on reprend tout depuis zéro. On invente un modèle différent avec la donnée carbone, mais il faut savoir comment est calculée la donnée carbone, il faut la digitaliser. On se rend compte que tout l'écosystème de fabricants n'a aucune maturité là-dedans. Alors, tout le monde, évidemment, à part le grand, je plaisante, mais le grand est plutôt en avance, mais pour les autres, on travaille avec plusieurs dizaines de milliers de fabricants, et globalement, quand on aborde le sujet avec eux, on part de zéro. Souvent, ils n'ont même pas des catalogues digitalisés, ils n'ont pas des photos dignes de ce nom, ils n'ont pas les caractéristiques techniques qui sont décomposées. La donnée carbone, c'est X données environnementales qu'on peut récupérer, il faut faire tout ça. On a développé, nous, avec Miracle, notre plateforme, Bluon. Mais Miracle, c'est le back-office, donc c'est vraiment la partie, le moteur, et là où on va stocker tous les catalogues et passer les transactions. Mais on a dû se développer le front parce qu'on voulait un univers visuel très spécifique qui incarne notre promesse. Puis il a fallu un partenaire de paiement en ligne, puis il a fallu un générateur de factures, puis il a fallu des connexions avec nos systèmes. En fait, c'est un écosystème de 11 éditeurs quasiment qu'il a fallu développer en 2 ans. Et avec des moyens qui sont, somme toute, limités, Jean-Luc. Mais, voilà. Mais nous aussi. C'est compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est des montagnes à déplacer. Ouais. Bien, écoutez, il est déjà tard. Je vous propose qu'on continue la discussion pendant le cocktail. Mais avant ça, je vous demande de bien vouloir applaudir chaleureusement nos intervenants. Bravo. Et on se retrouve tous pour un verre. À tout de suite.